avec ce débat sur la démocratie, débat qui paraît central. Et je pense que la JET se devait de l'ouvrir aujourd'hui, car vous n'êtes pas sans savoir que la démocratie paraît plus que jamais bafouée par un pouvoir oligarchique au service du capitalisme financier. Plus que jamais, je pense, tout le monde constate que quelques privilégiés au sommet de cette hiérarchie peuvent compter sur la complicité d'une caste de politiciens professionnels de la politique disponibles pour servir leurs intérêts, quelles que soient les alternances au pouvoir. François Morin, vous connaissez peut-être cette personne qui est un spécialiste de la finance, résumé de cette façon ce phénomène en disant, je le cite, « Les États sont les otages de 28 banques qui gouvernent le monde ». Bien, je crois que les exemples abondent de ce fonctionnement antidémocratique et porteur de crises multiples. Il y a le secret des négociations. On pourrait citer plus particulièrement par rapport au traité transatlantique, des mensonges d'État. On pense au projet de Notre-Dame-des-Landes, des mensonges par omission, une opacité totale, je dirais, sur le dossier du nucléaire, le reniement des parlementaires en 2008 par rapport au résultat du référendum de 2005 sur le traité européen, et plus récemment, pourrait-on dire, cerise sur le gâteau, la directive secret des affaires votée par le Parlement européen avec, ai-je besoin de préciser, les voix d'une majorité de députés socialistes français. Je pense qu'on pourrait allonger considérablement cette liste. Le recours au 49.3 sur l'adoption de la loi travail, par exemple. Bien, les exemples qui prouvent le caractère antidémocratique du système politique actuel foisonnent. Est-ce que cela doit nous conduire à un sentiment d'impuissance ou au fatalisme ? Peut-être pas. Parmi les signes d'espoir, il y a la naissance du mouvement Nuit debout. Vous avez peut-être croisé le stand devant la fac, là. Ce mouvement constitue, à mon sens, quels qu'en soient ensuite les prolongements, un exercice de réappropriation de la parole pour combler les failles de la démocratie institutionnelle. Je mettrai des guillemets à démocratie. Et puis ce soir, nous, de notre côté, la GED, nous avons invité Yanis Youlantas. Je pense que tout le monde, à peu près ici, le connaît. Il va nous faire part de quelques expériences ouvrant des voies démocratiques alternatives, des modes d'action nouveaux, pour tenter de surmonter cette crise qui, je dirais, un petit peu est la matrice de toutes les crises imbriquées actuelles, qu'elles soient financières, économiques, sociales ou écologiques. Bien, écoutez, je lui passe sans plus tarder la parole. À toi, Yanis. Merci. Merci à vous de votre accueil. Merci aux organisateurs dans leur diversité, ainsi qu'à vous dans votre diversité. Cette diversité qui est l'un des enjeux majeurs du sujet de ce soir, qui est donc de la démocratie, mais pas seulement de qu'est-ce que la démocratie, qu'on a déjà traité ici ou là à nombreuses reprises, les uns et les autres, mais plus précisément, quelle démocratie pour demain. Donc, interrogeant sous cette forme la question de la démocratie, il était difficile d'envisager d'en parler au futur sans questionner ceux qui vont faire la société de demain, c'est-à-dire les enfants. Et donc, par conséquent, j'ai proposé que le rendez-vous de ce soir, non seulement soit un peu plus participatif qu'à l'habitude, j'ai déjà été invité de la JET et j'ai plus ou moins conférencé sur des différents sujets, notamment bien sûr la situation en Grèce, en prenant pas mal de temps pour cela. Cette fois, je vais essayer de laisser plus de temps au débat, puisque c'est vraiment l'objet du rendez-vous, le sujet du rendez-vous. Mais aussi, je vais donner la parole également à ceux qui ne sont pas présents ce soir et qui sont encore plus les acteurs du futur, c'est-à-dire les enfants. Alors, évidemment, les invités à venir ici pour témoigner aurait été un peu compliqué, et puis surtout, il ne serait pas permis de parler comme
Ils se permettront de parler dans quelques secondes à l'écran. Et je veux dire par là que, vous le savez sans doute, je participe au mouvement pour la philosophie avec les enfants, le mouvement des ateliers philo, des goûters philo, comme on dit, depuis une quinzaine d'années. Comme on avait fait des cafés philo déjà il y a longtemps, on s'est lancé à la suite notamment de Michel Tozzi, reprenant les méthodes de Mathieu Lippmann, entre autres, dans les expériences démocratiques de philosophie avec les enfants. Démocratiques, je dis bien, puisqu'il y a plein de façons différentes de travailler la philosophie avec les enfants, mais il y en a notamment qui visent la démocratie comme but, mais aussi la démocratie comme moyen, et qui pensent que mettre les enfants dans des conditions qui leur permettent d'établir eux-mêmes les règles de leur rencontre et de gérer eux-mêmes l'accès à la parole permet encore plus de travailler à l'émancipation des enfants et plus largement avec la question de l'avenir, celle de l'émancipation sociale en général et celle de l'égalité sociale. Donc, par contre, il y a un problème qui se pose dès lors qu'on fait ça avec des enfants pour travailler la démocratie. Quelle démocratie demain ? Je discutais tout à l'heure avec Jean Bourdoncle, entre autres, qui me disait, mais le mot démocratie pour des enfants, c'est un mot assez abscon, difficile. Et puis quelquefois, dès qu'on met des mots, on pose un certain nombre de choses avec, des arguments d'autorité, des références, et dès lors, ils ne s'approprient pas les actes, les questionnements de la même façon que si on discute simplement de comment vivre ensemble avec nos différences, par exemple. Comment arriver à conjuguer nos libertés. Comment arriver à tendre vers l'égalité. Qu'est-ce que, par exemple, la fraternité. Et justement, quand on essaie d'expérimenter la démocratie avec les enfants en matière de forme et qu'on vise à expliciter cela, dès lors, questionner cette fameuse devise qui est censée nous réunir, liberté, égalité, fraternité avec eux, ça donne des résultats très intéressants. Voilà. Donc, je trouvais que c'était une très bonne façon d'ouvrir le débat que de vous montrer ces enfants. Dans un second temps, après cette séquence vidéo de 8 minutes environ, 9 minutes, vous aurez un tout petit extrait de 3 minutes du film « Je lutte donc je suis », que certains connaissent ici, bien sûr, concernant, justement dans le prolongement de ce que font les enfants, concernant la réponse à la crise, qui est véritablement pour les parents, comme les enseignants, comme les enfants eux-mêmes, le fait d'introduire beaucoup plus de démocratie à l'école, notamment en moyen de pédagogie comme la pédagogie freinée, par exemple, mais sans forcément l'étiquette d'une pédagogie en particulier. Je veux dire par là qu'actuellement en Grèce, nous connaissons un véritable boom en raison de l'insatisfaction, de la colère même que tu évoquais tout à l'heure, quelque part, de la révolte en tout cas à l'égard d'un pouvoir toujours plus arrogant, et pas seulement ici, ailleurs, partout, aujourd'hui, qui montre donc ses limites, les limites de notre organisation et la nécessité de continuer la marche vers l'utopie, chacun à notre façon, et en essayant de créer des convergences. Par conséquent, on remarque en Grèce aujourd'hui, par exemple, qu'il y a à peu près autant maintenant de gens qui travaillent ces pédagogies et ces nouvelles formes démocratiques de faire la classe qu'en France, alors qu'il y a 7 fois moins d'habitants. Voilà. Dans les congrès, par exemple, j'étais au congrès de l'ICEM l'année dernière, au congrès de l'ICEM, Institut coopératif de l'école moderne pour la pédagogie freinée. C'était à Aix-en-Provence en 2015, en août 2015. Il y avait 600 représentants venus de partout en France. En Grèce, plus récemment, il y avait 550 représentants. Il y a 7 fois moins d'habitants et c'est pas le berceau de la pédagogie freinée. Pour prendre que cet exemple-là. Et c'est valable dans plein d'autres domaines aussi. Et en visitant les classes, puisque moi je fais aussi la philosophie dans les classes en Grèce, je peux vous dire que c'est très impressionnant. J'ai vu un changement en 7 ou 8 ans radical dans la façon de faire la classe et dans l'exigence même des enfants eux-mêmes. Les enfants n'acceptent plus ce qu'ils acceptaient autrefois, tout simplement parce que cette insatisfaction, cette révolte qui traverse toute la société de façon plus ou moins radicale pour chacun, on n'est pas né au même endroit, au même moment, on n'a pas reçu la même éducation, la même culture d'origine, on n'a pas connu les mêmes accidents de la vie, donc forcément on n'a pas la même façon de réagir à ce qui nous arrive, à l'observation qu'on fait de la société, et on a donc des priorités qui ne sont pas non plus les mêmes, certains ont des priorités sociales, d'autres plus écologiques, d'autres plus démocratiques tout court, politiques au sens large du terme. C'est le cas également en Grèce, mais on retrouve quand même ce point commun un peu partout. Et enfin, troisième temps, après la courte séquence de Je lutte donc je suis, qui vous montrera la démocratie dans l'école de Fourfouras en Crète, au milieu de la Crète, mon île d'origine, vous verrez pour finir quelques extraits exhumés
d'un film de 2013 que certains ont connu également, qui s'appelle Ne vivons plus comme des esclaves. Un peu plus cité ce soir que je suis pour une bonne et simple raison, c'est que ce qui se passe en France et même ailleurs en ce moment correspond un petit peu à ce qu'on vous montrait de ce qui était en train de se passer en Grèce il y a 3 ou 4 ans. Voilà. En fait, vraiment, que ce soit les mouvements de grève avec blocage, d'actions plus ou moins émeutières, d'actions légalistes, de participation des syndicats, mais aussi de collectifs indépendants, la présence de partis politiques, mais qui ne sont pas au cœur du dispositif lui-même, qui est assez autonome, l'occupation de places jusqu'à des heures tardives avec le mouvement Nuit debout, par exemple, tout ça, ainsi que les mouvements étudiants, la question de la pénurie d'essence aussi, qui commence à se poser, même si elle se pose moins ici apparemment que dans d'autres régions que j'ai visitées ces derniers jours. Tout cela rappelle étrangement tout un processus au cours des années 2008-2010 et surtout 2012-2013. Voilà. Vous êtes complètement en 2012-2013 pour moi, vous êtes des Grecs de 2012-2013. J'en conclus que nous avons 4 ans de retard. Oui, mais vous avez du recul parce que vous pouvez éventuellement voir nos réussites ou nos échecs. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc après, à vous de vous prémunir contre ce nombre d'échecs possibles. Et justement, c'est aussi la question de la démocratie au sein des mouvements politiques, au sein des projets par rapport au pouvoir ou d'une autre nature, plus ou moins dans le cadre républicain ou avec une vision révolutionnaire, à chacun de le voir selon sa sensibilité politique, mais par contre avec la nécessité quand même de baliser les échecs et les réussites de ces dernières années ailleurs en Europe et en premier lieu, bien sûr, en Grèce, mais je crois qu'également en Espagne, il y a déjà des choses à retenir des derniers événements. Voilà, donc du coup, la dernière séquence concernant, s'enchaîneront à l'écran, la dernière séquence concernant Ne vivons plus comme des esclaves évoquera également le fait que on ne peut pas du tout penser la démocratie de demain, questionner la démocratie de demain, notre sujet de ce soir, sans questionner au-delà du système politique lui-même la présence de la démocratie non seulement dans les classes, dans l'éducation, mais aussi dans l'entreprise. Donc il y aura évidemment une allusion à cela avec, par exemple, l'usine Viomé dans la vidéo. Oui. Merci beaucoup. À Toulouse, à la faculté de Toulouse, il y a à peu près 2 mois, le film Je lutte donc je suis a été censuré par la direction qui, ayant appris quel était le film qui était projeté par les étudiants dans l'un des nouveaux bâtiments co-gérés par Vinci, si vous voyez ce que je veux dire. Vous savez, les fameux partenariats public-privé, a donc envoyé les services de sécurité qui ont interrompu la séance, voilà, qui ont évacué l'amphithéâtre où se situait la projection. Et là, ce vendredi à Toulon, à Toulon, le matin, nous faisions des goûters philo sur la désobéissance. Peut-on désobéir? Entre autres choses, entre autres sujets abordés avec des élèves de CM1, CM2. Puis l'après-midi, nous étions en projection de Je lutte donc je suis en classe de 3e, dans un CDI avec 2 classes de 3e. Et le principal est venu pendant la séance pour demander de quel droit nous passions ce film, alors que les 2 enseignantes avaient demandé l'autorisation, mais sans préciser quel était le film. Voilà. Donc oui, il y a des freins un peu partout, on le sent bien, il y a de la censure. Mais je pense que dans votre mouvement social en France, vous avez des exemples très très nombreux en ce moment dans pas mal de domaines. Donc il y a la question du pouvoir, puisque la question de la démocratie pose celle du pouvoir. Démos, le peuple, kratos, le pouvoir, mais aussi la question le verbe commander. Ça dépend comment on articule, comment on va chercher la racine du mot kratos. Et en l'occurrence, la question c'est qui commande. Alors si c'est une monarchie, il y a une personne qui commande, monos, une seule personne. Oligarchie, c'est un groupe, donc c'est un groupe qui commande. Une démocratie, donc dans ce cas-là, il y a plusieurs déclinaisons possibles. Si c'est une démocratie représentative, c'est quelqu'un qui est censé être représentatif qui commande, mais cela pose le problème
de l'honnêteté, de la justice, du respect du mandat, etc., et de la clarté du mandat également. Bon, après, c'est vrai que si quelqu'un dit, par exemple, mon ennemi c'est la finance, ou je ne signerai jamais le traité TSCG, dit traité Mercosur, dans ce cas-là, il est clair qu'un mandat est posé. Ou encore, si quelqu'un dit, est-ce que vous voulez ou non d'un nouveau mémorandum avec tel contenu, et que finalement il fait la même chose 8 jours plus tard, évidemment, le problème se pose quand même de l'honnêteté des mandatés dans le cadre représentatif. Donc il y a évidemment le problème de l'éthique qui se pose, le problème de la démocratie représentative pose énormément le problème de l'éthique, et donc pose le problème du postulat qu'on fait de l'humain. Si on partage l'avis d'Aristote, par exemple, considérant que l'être humain est perfectible grâce à l'éducation, et que donc on peut arriver à un type de société dans lequel n'importe qui pouvant arriver au pouvoir par l'élection ou le tirage au sort pourra éventuellement être le bienvenu à partir du moment où il y a une formation suffisante dans la société, dans ce cas-là, c'est considéré qu'on peut atteindre un niveau tous ensemble et chacun qui peut nous permettre de dépasser les défauts d'un système politique. Mais si par contre on partage avec Montesquieu, Louise Michel et beaucoup d'autres l'idée selon laquelle le pouvoir corrompt, et le pouvoir absolu corrompt absolument, vous connaissez les phrases célèbres à ce sujet, donc par conséquent, dans ce cas-là, il faut s'en prémunir au niveau du système politique et ne pas considérer que l'éducation pourra seule suppléer aux défauts du système politique. Et c'est pour ça qu'après la démocratie représentative, on peut continuer avec la démocratie participative, qui propose plusieurs approches, puisque la participation des citoyens peut, donc plus importante que dans le mandat représentatif seul, peut être de l'ordre de la proposition, éventuellement sous forme de commission, peut aussi être de l'ordre de l'opposition, éventuellement jusqu'à la révocation. Pose le problème également du niveau de la démocratie représentative ou participative, peu importe, et donc à l'échelle en particulier, est-ce que c'est une échelle globale ou locale? Est-ce qu'on se situe dans le fédéralisme ou dans la démocratie communale? Quelle est par exemple la subsidiarité dans le dispositif? Est-ce qu'on va déléguer énormément de choses à des administrations, à une bureaucratie et à des instances qui sont éloignées de la réalité du terrain, donc des centres de décision qui vont se permettre de prendre des décisions concernant une réalité qui n'est pas la leur? Voilà, autant de questions qui se posent concernant la participation. Et puis enfin, on en arrive à la démocratie directe. La démocratie directe, c'est le chemin vers l'utopie. Je pense que beaucoup en conviendront ici. Mais le problème, c'est que même pour les plus révolutionnaires d'entre vous, vous devez convenir qu'on ne change pas la société uniquement en renversant le pouvoir. Sinon, ça se saurait. Quand on renverse le pouvoir, historiquement, quand on a renversé le pouvoir, et que l'imaginaire social, comme le dit Castoriadis ou Serge Latouche, quand l'imaginaire social n'était pas prêt à mettre en place un dispositif radicalement différent et utopiste, malheureusement, c'est la réaction qui a pris le dessus, et finalement, on n'a pas forcément beaucoup avancé, voire même on a souvent reculé dans ce genre de circonstances. Donc le problème, c'est d'arriver à faire avancer l'imaginaire social au rythme évidemment de ce chemin difficile vers l'utopie. Il suffit pas, autrement dit, il suffit pas d'une avant-garde éclairée, lumineuse et brillante, efficace en termes de stratégie qui renverserait tout à coup le pouvoir d'un claquement de doigts et qui instaurerait ici une démocratie participative, là une démocratie directe, ou encore une organisation libertaire de la société, par exemple, ou révolutionnaire. Mais aussi faut-il arriver à convaincre autour de nous, tout simplement des gens qui ne croient pas en cette possibilité de l'humain de prendre en charge beaucoup plus lui-même sa vie à travers, par exemple, des assemblées. Et c'est pour ça que je vous annonce que ce soir, depuis environ 15 jours en Grèce, nous venons de dépasser le nombre de 1000 assemblées populaires en Grèce. Voilà. C'est le produit de 7 ans ou 8 ans de lutte. 1000 assemblées populaires visant pratiquant la démocratie participative et surtout la démocratie directe un peu partout, avec des cultures et des sensibilités très différentes. Ne croyez pas que c'est quelque chose qui est en réseau de façon extrêmement claire. Et d'ailleurs, quelquefois, il n'y a pas forcément beaucoup de participants. D'un village à l'autre, d'un quartier à l'autre, les dispositifs, les règles ne sont pas forcément les mêmes, y compris dans la prise de parole, y compris dans la question de la parité, l'accueil qui est fait aux gens qui ne sont pas du territoire en question, sur lequel travailler, cette question de la démocratie. Et enfin, je pourrais quand même citer, puisqu'on parle de démocratie directe, je pourrais citer l'anarchie. Alors l'anarchie, la démocratie directe, c'est pas tout à fait pareil. Souvent les gens disent ouais, l'anarchie c'est la démocratie directe finalement. Non, alors bien sûr, je laisse de côté les lieux communs sur l'anarchie qui seraient le chaos absolu.
On peut prendre par exemple la citation d'Élisée Reclus, l'anarchie est la plus haute idée de l'ordre. Anarchikos, c'est simplement pas de chef, hein, c'est pas de règles, pas de règles, c'est simplement l'anomie. Anomie, c'est l'absence de règles, la privatif, nomos, les règles, les principes. Là, c'est tout à fait autre chose. Non, l'anarchie, c'est on choisit ensemble des règles, mais par contre, on n'a pas de chef, ni pour les décider, ni même pour les appliquer. On doit pouvoir les appliquer tous ensemble. C'est donc une question, c'est encore la question du pari de l'humain qui est posée à travers l'utopie anarchiste. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi Yanis, pourquoi ne pas s'arrêter à la démocratie directe? Pourquoi appeler cela autrement avec l'anarchie? Tout simplement, je vais vous dire pourquoi. C'est simplement que dans la lutte, notamment des mouvements de gauche, et en raison de leur héritage dans le mouvement ouvrier du 19e siècle, donc l'enjeu principal du mouvement ouvrier depuis le 19e siècle, ou du moins à l'époque, en tout cas, depuis 150 ans, c'était la lutte des classes. C'était la lutte contre les rapports de classe, mais par extension également, et notamment chez les proudhoniens et les bakouniens, comme on les appelait à l'époque, il y avait également le problème des rapports de domination qui était encore plus posé, par ailleurs, outre la question classiste. Et les rapports de domination peuvent exister dans bien d'autres domaines. Donc les rapports de domination entre les gens issus du territoire et les colonisés, par exemple. Donc le problème de la colonisation s'est aussitôt posé au XIXe siècle. Et parmi les différents courants politiques, il y en avait certains qui n'étaient pas convaincus de la nécessité de mettre d'égal à égal un homme noir ou un homme blanc, par exemple. Il y avait donc évidemment, c'était l'époque de Multatuli et de beaucoup d'autres auteurs qui luttaient contre ces rapports de domination, qui essaient d'ouvrir les yeux à des gens autour d'eux sur ce sujet. La question également de la condition des femmes et même des enfants, puisqu'il y a aussi la classe des enfants. C'est un peu le sujet de ce soir aussi, quelque part, puisqu'on parle de la démocratie pour demain. Et ce faisant, on s'est vite rendu compte qu'il y avait le problème dans la démocratie, même directe, il y a le problème du rapport de domination entre une majorité et une minorité. C'est-à-dire que quand on pose la question au sens étymologique, qui commande dans la démocratie, hein, kratos, le pouvoir, le fait de commander, le verbe commander, et demos, le peuple commande, oui, mais si c'est le peuple qui commande sous la forme d'une majorité à l'égard des autres minorités ou de la minorité, dans ce cas-là, si tant est que la majorité dispose d'une majorité qualifiée selon le contenu de la constitution de la communauté politique en question, dans ce cas-là, la majorité peut aller jusqu'à mettre à mort la minorité. Vous voyez ce que je veux dire? La limite de la démocratie, c'est ça, finalement. Même la démocratie la plus éclairée, finalement, pose le problème, par exemple, de l'accession au pouvoir d'un régime néo-nazi ou fasciste, etc., comme ça s'est produit à de nombreuses reprises démocratiquement, hein, l'arrivée au pouvoir d'Hitler, par exemple, et les pleins pouvoirs de Pétain, plein pouvoir donné à Pétain au casino de Vichy en France, sauf 80 qui ont refusé, et ensuite l'évolution des lois de façon tout à fait démocratique, finalement, pour la plupart. Hein. Pas dans tous les cas, il y a quand même quelques exceptions, mais sinon, dans beaucoup de circonstances à l'échelle du globe, on a vu des régimes autoritaires profiter du dispositif démocratique pour établir de nouveaux rapports de domination au prétexte d'une majorité qui arrive à être qualifiée pour modifier jusqu'au contenu constitutionnel, hein, par exemple changer la devise républicaine en travail, famille, patrie, et finalement partir sur d'autres bases en exerçant un rapport de domination sur une minorité qui, ici les Roms, ici les homosexuels, ici les communistes, ici les anarchistes, ici les juifs par exemple, sont en danger de mort. Voilà. Et donc, par conséquent, pour essayer d'aller jusqu'au bout de l'émancipation sociale, et donc qui pose le problème des rapports de domination à rejeter sous toutes leurs formes, il y a peut-être un horizon dépassable au niveau de la démocratie directe. Je parle bien d'utopie ici, je sais que c'est pas facile, je sais qu'il y a une question d'imaginaire social, d'éducation, d'analyse des systèmes politiques, mais il y a aussi l'hypothèse de dépasser ces rapports de domination entre une majorité et une minorité pour tendre vers un dispositif dans lequel plus personne n'exercerait de pouvoir sur aucun autre. Voilà. Et bien sûr, pour ne plus avoir de maître, comme le dit la vieille devise, dans ce cas-là, il faut être son propre maître, sinon on est son propre esclave. Je crois qu'on a beaucoup entamé le sujet. Je ne vais pas faire un très long laïus avant les vidéos. Je vous ai présenté cette triple séquence de vidéos. Je crois que 19 minutes, ça semble correct. C'est pas trop long quand même pour avoir le temps de se mettre un peu dans l'ambiance. Je tiens à m'excuser par avance. Je n'ai pas eu le temps de faire un vrai mixage son des ateliers philo avec les enfants qui concernent le sujet de ce soir. Donc vous m'excuserez s'il faut tendre un peu l'oreille pour entendre les enfants, sinon on montera un petit peu le son. Voilà. On peut éteindre la lumière éventuellement.
Vous savez ce qu'on va faire carrément aujourd'hui? Je vais confier la parole à quelqu'un à côté de moi. Tu veux bien la prendre? Tu t'occupes de distribuer la parole? D'accord? Oui. Tu veux bien? Oui, tu te le sens? Alors, par contre, on va pas faire ça n'importe comment. Il faut qu'on choisisse quelques règles. Qu'est-ce qu'on se choisit comme règle? Quelles règles pensez-vous utiles pour faire circuler la parole parmi nous? On lève le doigt. On lève le doigt, d'accord? On attend qu'on est interrogé. On attend qu'on soit interrogé, d'accord? On parle pas tous en même temps. On ne parle pas tous en même temps. On se On coupe crie pas pas. la parole. On ne se coupe pas la parole. Et l'ordre pour donner la parole, ton prénom c'est? Lola. Lola, est-ce que Lola, elle va donner la parole dans le désordre ou est-ce qu'il faut qu'elle suive un ordre particulier? Non, dans le désordre. Si on lève le doigt, elle nous interroge. Non, on a choisi. Et s'il y en a plusieurs qui lèvent le doigt? Elle a choisi. Elle a choisi un. Elle ferme les yeux. Et s'il y en a qui ont déjà pris la parole et d'autres qui l'ont jamais prise? Elle choisit ceux qui l'ont pas pris. Elles choisissent ceux qui n'ont pas encore parlé. Ça vous va comme règle pour tous? Oui. Qui c'est qui n'est pas d'accord avec ces règles? Levez la main. Et qui c'est qui est d'accord? D'accord. Tout le monde est d'accord. Ce sont les règles choisies à l'unanimité, créées et choisies par le groupe. C'est formidable comment on peut s'organiser ensemble. Hein? Maintenant, on va voir si on est capable de respecter ce fonctionnement qu'on a choisi tous ensemble. Hein? C'est quoi être libre? Clara, ne pas être commandée. Ne pas être commandé. C'est quoi être libre? Liam. Avoir la paix. Avoir la paix. Écrire ce qu'on veut. Être libre, c'est écrire ce qu'on Dans les veut. journaux. D'accord? Dans les journaux. Dans les journaux. Être libre, c'est écrire ce qu'on veut dans les journaux. De faire tout ce qu'on veut. Être libre, c'est faire tout ce qu'on veut. Non, tout de même. Ah, il y en a qui sont pas d'accord. Sinon, il y a quand même des règles à respecter. Il y a quand même des règles à respecter, même si on est libre, et on ne prend pas tout ce qui nous passe sous la main. Est-ce qu'être libre, c'est faire ce qui nous passe par la tête? Non. Pourquoi? Plus après. Héloïse, on peut être libre, mais sans faire de mal à quelqu'un. Sans voler. Donc être libre, c'est pas faire ce qui nous passe par la tête, parce que c'est d'abord ne pas faire de mal à autrui. Ne pas gêner la liberté d'autrui. Oui. On ne doit pas dire à l'autre obéis-moi parce que je suis plus grand que toi, ou je suis plus âgé, ou parce que je suis ton chef, je suis plus grand que toi. La liberté, pour moi, c'est que personne doit être commandé par une autre personne, parce que sinon, ça serait pas juste. Et il faut faire en sorte que dans la vie, il y a beaucoup de choses qui soient justes. Quand on trouve que quelque chose c'est pas juste, ben on a le droit de désobéir. La liberté, c'est qu'on a le droit de faire ce qu'on veut, mais les règles, il faut quand même les respecter. Mais par exemple ici, en cet instant, les règles, c'est qui les a fixées? C'est tout le monde. Et elles sont les mêmes pour tous ou pas? Oui. Ça, c'est l'égalité? Oui. C'est important ou pas? Oui, parce que si quelqu'un n'a pas les mêmes droits, c'est pas très juste. C'est important qu'on ait les mêmes droits. C'est quand même être égaux, c'est être pareil et en même temps être différent. Parce qu'on est tous pareils, parce qu'on est tous des humains. Et en même temps on n'est pas pareil, parce qu'on a tous des défauts et des qualités. On est tous pareils parce qu'on est tous des humains Et on est tous différents parce qu'après on a des qualités et plein d'autres choses. oui, on a des idées différentes, on est très différents parce que par exemple, il y en a qui sont des filles, d'autres qui sont des garçons, on est différents. Et ça, c'est un problème ou au contraire, c'est un avantage? Non, c'est un avantage. Et pourquoi c'est un avantage? Parce que si on était tous pareils, ça serait pas drôle. Si on était tous des garçons ou tous des filles ou qu'on se ressemblerait, ça serait pas drôle.
Ça sera ennuyeux? Oui, voilà, ça serait ennuyé. C'est comme l'a dit Pauline, si on serait tous des garçons ou tous des filles, il y aurait des inconvénients. Déjà, on serait pas beaucoup parce qu'on n'aurait pas d'enfants. On est tous pareils en fond du cœur, mais sinon, on n'est pas pareil. Enfin, en personnalité, on n'est pas pareil. Et dans la tête, on est tous pareils? Ben non, parce qu'il y a des trucs que d'autres ils savent et les autres non. Mais on peut s'entraider, on peut se l'apprendre entre nous. Et il y en a qui n'ont pas la même couleur de peau, qu'on n'a pas à se moquer parce que si on était à leur place, on n'aimerait pas qu'on se moque. Souvent, après liberté et égalité, il y a un troisième mot. Fraternité. On le voit où ce mot-là? Sur la mairie, les écoles aussi. D'accord. Et la fraternité, est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est pour vous, la fraternité? Ça veut dire quoi pour vous, la fraternité? Il faut fraternité, c'est quand on est tous gentils, tous ensemble, gentils. C'est quand on est gentils les uns envers les autres. Quoi. La fraternité, c'est le rêve qu'on soit tous amis. Qui c'est qui est d'accord? La fraternité, c'est le rêve qu'on soit tous amis. Qui c'est qui n'est pas d'accord? Et qui c'est qui peut expliquer pourquoi il n'est pas d'accord? Parce qu'on n'est pas forcément tous amis. Mais on peut l'être. Attends, laisse-le finir. On Vas-y, n'est oui. pas forcément tous amis. Mais Donc tu dis la fraternité, c'est pas être tous amis, parce qu'on n'est pas forcément tous amis. Donc le but c'est quoi exactement de la fraternité? voilà. Ça vient de quelle origine? Quelle est l'origine du mot fraternel, fraternité? C'est l'origine, c'est frater. Ah, je l'avais. Tu l'as perdu. Ah, c'est bon. Fraternité, fratrie. Et fratrie, c'est quoi la fratrie? La photo. Mais non. C'est quoi la fratrie? L'origine du mot fraternité, c'est le mot frère. Donc la fraternité, c'est être comme si on était tous frères, sœurs, bien sûr. On peut même dire la sororité. Pourquoi c'est important d'essayer d'être comme frères et sœurs ensemble? Parce que par exemple, si on déménage par exemple et qu'on a des trucs qu'on n'arrive pas à porter, et bien on peut s'aider. Pour faire plein de choses, on peut s'aider. Et pourquoi on ne ferait pas son déménagement tout seul en prenant beaucoup plus de temps? Et comme ça, après, on n'aiderait pas les autres non plus. On mettrait par exemple 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Et ensuite, ça serait terminé. On ne ferait plus de déménagement jusqu'à la prochaine fois. Ouais, mais ça mettrait un peu trop de temps. Le temps, c'est qu'on dormirait si on fait un déménagement, tout ça. Ah, tu veux dire qu'il faut se dépêcher de faire le déménagement et c'est pour ça qu'il faut être ensemble pour le faire. Oui, parce que des fois, mais même si par exemple, même si on prend 3 semaines, des fois, il y a des trucs qu'on n'arrive pas à porter tout seul, par exemple. Ah, tu veux dire que ça, de toute façon, même tout seul, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Oui, voilà, qu'on ne peut pas porter, voilà. En fait, tu veux dire qu'on ne peut pas vivre tout seul de toute façon. Est-ce que l'être humain il peut vivre tout seul? Oui, mais pour certaines choses, mais il y en a d'autres, pas trop des fois. Pourquoi on ne peut pas vivre tout seul, les enfants? Mais parce que si un jour, par exemple, on tombe malade ou voilà, il n'y aura personne pour nous aider. Et du coup, ça peut devenir grave. Donc l'entraide, ça sert à ça. Oui. Ça sert à compenser les moments où on est plus vulnérable. Oui. Et si on s'aiderait, peut-être qu'il y aurait moins de guerre. Donc voilà. La philosophie, ça sert à réfléchir. C'est utile pour tous les jours. Et à quoi ça sert de réfléchir ensemble? On s'entraide en fait tous ensemble, on parle
de la même chose. Des fois, quand il y en a un, il n'a pas de réponse, il y en a un, il y a l'autre, il a la réponse. Et aussi, c'est comme il a dit Kylian au début, en fait, ça fait plein de petites réponses pour faire une grande. Τα τελευταία χρόνια προσπαθούμε να δημιουργήσουμε το σχολείο που ονειρευτήκαμε. Ένα σχολείο όπου το κάθε παιδί έχει θέση, μπορεί να εκφράζεται και να είναι ο εαυτός του και μεγαλώντας να γίνει κομμάτι μιας κοινωνίας η οποία έχει αλληλεγγύη, είναι δημοκρατική και να λειτουργεί πάντα προς όφελος των άλλων και όχι προς το δικό του. Το πιο σπουδαίο για μένα είναι το συμβούλιο που γίνεται μια φορά την εβδομάδα. Συζητάνε τα παιδιά για θέματα που τους απασχολούν. Οι δάσκαλοι συμμετέχουμε όσο συμμετέχουν και τα παιδιά με το χέρι σηκωμένο και με ίση ψήφο. Τι να κάνω. Αγάπη, θα κάνω μια ερώτηση. Έλα. Πότε έφτασες στην ποδόσφαιρο? Να σκεφτώ. Τι μάθεις, αν ξέρεις, εσύ Νίκο έχεις εξετάσεις. Εκεί στην πόρτα της Δευτέρας και είδα. Για εμάς τους γονείς είναι πολύ σημαντικό το συμβούλιο που κάνουν τα παιδιά κάθε Παρασκευή, που εκεί θέτουν τους προβληματισμούς τους, τα τυχόν διαφωνίες που έχουν μεταξύ τους τα παιδιά, προβλήματα που περάσαν όλη τη βδομάδα και έτσι δημιουργείται το κλίμα δημοκρατίας, ισότητας και συνεργασίας. Η κρίση είναι τόσο έντονη στη χώρα μας που έχει επηρεάσει πολύ και εμάς τους γονείς, δασκάλους, παιδιά. Άλλα παιδιά λιποθυμούν σε άλλες πόλεις, χωριά. Εδώ πέρα οι δάσκαλοι μας έχουν σκεφτεί το πρωινό, που είναι μια πολύ ωραία λύση. Κάνουν συμβούλιο τα παιδιά. Όλα αυτά είναι μια καλή απάντηση απέναντι στην κρίση που έχει η χώρα μας. Νεκταρία. Γιάννης, Κωνσταντίνα, Αγάπη. Αγάπη. We're standing in St. Agnes Square. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο της Ελλάδας. The rich are staying rich. Each one of us is their bitch. We're standing in St. Agnes Square. Sing for justice and for peace as they knock out our teeth. Standing in St. Agnes Square. Cette politique qui tue les gens chaque jour. For money men rule the day. The politicians them to pay. Standing in St. Agnes Square. The police and they fly to their abuse. Παρά το δραματικό χαρακτήρα της κρίσης, μας επιτρέπει να δούμε τα προβλήματα τα οποία ανεδύθησαν μέσα από την κρίση και μάλιστα προβλήματα σοβαρά τα οποία το πέπλο του της προηγούμενης περίοδου προ-κρίσης επικάλυπτε. Βρισκόμαστε στην εποχή των νέων επαναστάσεων οι οποίες έχουν ήδη αρχίσει. Όπως ακριβώς κανένας Γάλλος την παραμονή της Γαλλικής Επανάστασης δεν φαντάζονταν ότι θα ζήσει χωρίς βασιλιά, αλλά ο σχεδιασμός της Επανάστασης το έκανε πράξη, ούτε βεβαίως κανένας Γάλλος δεν φαντάζονταν ότι την άλλη μέρα θα βρεθεί σε μια κομμούνα του Παρισίου και αυτό έγινε μέσα από ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό. Έτσι,
το ζήτημα της κοινωνικής απελευθέρωσης θα είναι αυτό το οποίο θα φανταστούμε μέσα από τον συγκεκριμένο σχεδιασμό που πρέπει ήδη να αρχίσει. Το πρόβλημα δεν είναι με ένα σύστημα οργανωμένο πάνω στη βία. Αυτή νομίζω ότι είναι η διαφορά της βίας των ανθρώπων που εξεγείρονται και της βίας ενός συστήματος που συνεχίζει να υπάρχει γιατί απλά χρησιμοποιεί τη βία. Γιατί με βία θα βγάλει τον άλλον από το σπίτι του και θα μένει στον δρόμο, με βία τον διώχνει από τη δουλειά του, με βία του συμπεριφέρεται στο σχολείο, στην εκπαίδευση. Είναι οργανωμένο όλο πάνω στη βία. Ενώ εμείς που σκεφτόμαστε ένα μέλλον με ειρήνης και αδερφότητας και αλληλεγγύης, το μόνο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη βία είναι ή ως απάντηση σε αυτό, ως άμυνα σε αυτό, ή ως μια στιγμή για να αλλάξει η ιστορία, ο όρος της ιστορίας. Nous, à Exarchia, on a décidé de prendre l'initiative pour construire une assemblée dans laquelle participent les habitants, les collectifs et les espaces sociaux d'Exarchia, où on prend les décisions après des discussions en utilisant l'unanimité et le consensus, surtout le consensus, mais si on est obligé, on peut aussi utiliser la démocratie directe, mais jusqu'ici on n'a pas eu besoin de lever la main pour prendre les décisions, mais on a réussi de se mettre en d'accord. Το να μην ζήσουμε σαν δούλοι είναι το σύνθημα που όταν σκεφτήκαμε το πώς θα δουλέψουμε το εργοστάσιο ήταν αυτό ακριβώς που νιώθαμε εκείνη τη στιγμή. Το να μην μπούμε σε μια διαδικασία να είμαστε σκλαβωμένοι. Να μην μπούμε σε διαδικασία που θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τρόικα το να μας έχουν σκλάβους και να μας πετάνε ένα κομμάτι ψωμί για να μπορούμε ίσα ίσα να επιβιώσουμε. Αυτό σκεφτόμασταν και προτιμήσαμε το να είμαστε πιο φτωχοί αλλά ελεύθεροι σε σκέψη και σε πράξεις. Αυτή ήταν η σκέψη μας από την αρχή. Έτσι ακριβώς σκεφτόμασταν όταν βάλαμε το πλαίσιο και μιλήσαμε για επιβίωση και αξιοπρέπεια. Αυτό ακριβώς εννοεί. Το να είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι, να μπορούμε να ενεργούμε ελεύθερα, να σκεφτόμαστε ελεύθερα, να πράττουμε ελεύθερα. Για μένα η ουσία βρίσκεται μέσα στο ίδιο το σύνθημα. Στο να μην, αυτό που αναφέρει που λέει να μην ζήσουμε. Ο πληθυντικός χρόνος που χρησιμοποιεί δηλαδή. Ότι η ουσία δεν βρίσκεται στο να μην ζω εγώ σαν δούλος, να έχω εγώ την ελευθερία μου. Η ουσία πάνω απ' όλα είναι ότι εγώ η ελευθερία μου η μεγαλύτερη κατακτιέται μόνο όταν έχουμε όλοι μας ελευθερία. Μια κοινωνία συμμετρίας, μια κοινωνία συνεργασίας, μια κοινωνία συμβιωτισμού, μια κοινωνία η οποία θα οργανωθεί από τα κάτω, για τους κάτω και με τους κάτω και θα απευθυνθεί από όλους για όλους. Δεν ξέρω αν αυτό θα λέγεται σοσιαλισμός ή αναρχισμός ή άμεση δημοκρατία. Μπορούν και οι τρεις αυτές δυνάμεις να αγωνιστούν προς αυτή την κοινή κατεύθυνση. Το ζήτημα είναι να μπορέσουμε να περάσουμε από τον άνθρωπο προϊόν, από τον άνθρωπο καταναλωτή, από τον άνθρωπο θύμα της επιλογής στο αυτεξούσιο άτομο. Οι εργαζόμενοι της βιομηχανικής μεταλλευτικής πήραν μια απόφαση. Και η απόφαση αυτή είναι να μην ζήσουμε σαν δούλοι. Να μην ζήσουμε σαν δούλοι. Σας καλούμε να κάνουμε πράξη το κοινό μας σύνθημα Ne vivons plus comme des esclaves, να μην ζήσουμε σαν δούλοι. Να μην ζήσουμε σαν δούλοι για το καλό όλων μας. Να μην ζήσουμε σαν δούλοι. Να μην ζήσουμε σαν δούλοι. Να μην ζήσουμε σαν δούλοι. Ne vivons plus comme des esclaves. Να μην ζήσουμε σαν δούλοι. Να μην ζήσουμε σκυφοί. Να μην ζήσουμε σαν δούλοι.
Donc, on a vu les désirs des enfants et leur faculté à auto-organiser le rendez-vous quand on leur fait confiance, que ce soit au niveau de la création des règles, le respect des règles et la gestion de la parole, de l'accès à la parole. La capacité aussi à penser par eux-mêmes, à nous surprendre. Ce qui m'amène à conclure qu'à l'évidence, telle qu'on les voit, telle qu'on les entend, on peut faire le pari de l'humain. On peut faire le pari de la vie. On peut faire le pari d'un vivre ensemble différent, basé non pas sur la sécurité, mais sur la liberté comme objectif premier. On l'a déjà abordé une fois ici, je m'en souviens. Tout système politique, quel qu'il soit, est basé sur un postulat quant à la faculté de l'humain à s'organiser au sein d'un collectif, au sein d'une communauté politique. De tout temps, les oppositions concernant ce postulat ont fait florès dans de nombreuses œuvres politiques, philosophiques, de philosophie politique en particulier. J'avais déjà évoqué l'exemple, mais qui me semble tout à fait adapté ici, puisqu'il précède un peu la Révolution française à laquelle on faisait référence tout à l'heure, et d'ailleurs ça va inspirer également la Commune de Paris. C'est l'opposition entre Thomas Hobbes et Jean-Jacques Rousseau, à un siècle d'intervalle. Thomas Hobbes, qui au milieu du XVIIe siècle, vers 1650 environ, écrit un livre qui s'appelle Le Léviathan, dans lequel il propose une société basée sur la sécurité, grâce à 3 ordres, un petit peu comme chez Platon, avec un ordre des producteurs-consommateurs, le grand nombre, un ordre des gardiens, ceux qui font rester dans le droit chemin et permettent la conservation du système politique tout entier, et l'autorité du pouvoir qui, lui, 3e ordre, est censé être sage, être un arbitre en connaissance de cause, qui seul peut permettre d'établir un pacte, puisque plutôt que de parler de contrat, et en particulier de contrat social, évidemment, Thomas Hobbes, dans ce système, propose simplement de viser un pacte qui dit bien son nom. Quand il y a pacte, on parle de paix, donc on parle de pacifier des relations qui seraient présupposées guerrières, fratricides entre les humains. Donc l'homme est un loup pour l'homme, donc il faut construire une société basée sur la sécurité plutôt que sur la liberté. C'est vrai que ça va bien pour l'ambiance. C'est bien. Je croyais que c'était le début d'Il était une fois l'homme, vous savez, la toccata et fugue en ré mineur de Bach. Parce qu'on parle de Paris de l'humain, donc là, un bar était tout à fait à propos. Donc, on voit bien que finalement, on a une société qui ressemble étrangement à ce qu'on connaît de plus en plus aujourd'hui. Pour votre sécurité, vous aurez moins de liberté. État d'urgence, etc. Enfin, je passe sur tous les détails, vous les connaissez bien. Et pas seulement en France. Ailleurs, dans le monde, notamment aux États-Unis, par exemple, après les attentats de 2001. Jean-Jacques Rousseau répond à cela exactement un siècle plus tard dans le livre, justement, Le contrat social, écrit un peu après le discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes. Et dans son contrat social, il répond point par point, de façon implicite ici, là, explicite, chapitre après chapitre, à Thomas Hobbes, à son Léviathan, à son pacte, en proposant lui au contraire un contrat social visant la liberté et l'égalité, et considérant que la sécurité c'est la cerise sur le gâteau. À partir du moment où on est beaucoup plus égaux, il y a moins de problèmes de sécurité. Et à partir du moment où on ne brime pas la liberté des uns, forcément ça n'a pas des conséquences en matière de représailles de toutes sortes les uns vers les autres. Et le point de départ de Jean-Jacques Rousseau, à l'inverse de l'homme est un loup pour l'homme, c'est donc le postulat que l'homme est capable de s'épanouir, capable de développer de très grandes qualités, à condition qu'on aménage une société complètement différente pour lui permettre de développer ses qualités. Pour ainsi dire, il évoque la nécessité de faire le pari de l'humain. On peut ne pas être d'accord avec Jean-Jacques Rousseau sur certains sujets, la question de la volonté générale, il y en a qui parleront ici de l'État, de plein d'autres choses, mais néanmoins, on voit bien dans l'opposition très claire entre ces deux auteurs
comme avec d'autres, on pourra en citer d'autres, on voit bien à quel point le postulat de l'humain, le postulat concernant la faculté de l'humain à participer autrement à la vie de la société est central dans la question du système politique et donc en l'occurrence en particulier de la démocratie, puisque on nous a fait croire longtemps qu'on était arrivé au bout du chemin, qu'on était arrivé à la fin de l'histoire avec la démocratie représentative, avec le capitalisme et aujourd'hui le capitalisme néolibéral, avec une mondialisation qui, abolissant les frontières pour les marchandises plus que pour les humains quand même, et pour les humains plus pour ceux qui ont des moyens que pour ceux qui n'en ont pas, et plus pour ceux qui habitent au nord que pour ceux qui habitent au sud. Allez en Tunisie, vous verrez, c'est facile. Par contre, si vous êtes tunisien, que vous venez en France, même pour les vacances, c'est plus compliqué. Et donc dans ce contexte-là, on nous a fait croire que tout ça était finalement le bout du chemin et qu'on pouvait enfin vivre en paix, alors que finalement, on n'a jamais eu autant de monde sur Terre, et même pas seulement en nombre, mais en proportion de la population humaine qui souffre de la faim, qui souffre de maladies de toutes sortes et qui se fait la guerre. Et donc par conséquent, la question de la fin de l'histoire est posée plus que jamais, et donc elle pose également le problème du système dans lequel nous vivons, tant sur le plan politique que sur le plan économique et social. Donc la mise en question de la démocratie représentative, la mise en question du capitalisme, en particulier néolibéral aujourd'hui, la mise en question de cette forme-là de mondialisation plutôt que d'une autre éventuellement. Ce sont les questions centrales qui, d'après nous, en Grèce en tout cas aujourd'hui, sont extrêmement importantes. Je ne voulais pas faire trop long dans la vidéo tout à l'heure, mais j'aurais pu montrer par exemple des extraits de Jules. Donc je suis avec par exemple la ville de Marinaleda, une petite commune du sud de l'Espagne, en Andalousie, où 2950 habitants vivent depuis plus de 30 ans sur la base d'une occupation de terres appartenant autrefois à un duc qui avait énormément de terres et qui les exploitait pas toutes. Et surtout, donc c'est la logique lusophone et hispanophone des paysans sans terre occupant les fameuses terres. La différence avec Marinaleda, c'est qu'on a quand même encore un maire, même s'il est très proche de sa population, et comme on le voit dans le film d'ailleurs, il discute face à une population véhémente lors des assemblées qui n'hésite pas à le montrer du doigt, à le questionner, à le mettre en doute, etc., à lui parler franchement. Voilà. D'ailleurs, c'était ça surtout que j'avais cherché à relever dans le film. Juan Gordillo étant un maire vraiment très... énormément dans le dialogue avec la population et ne prenant aucune grande décision sans l'assemblée générale du village. Voilà. Alors il y a des petites décisions qui sont prises aussi. On peut pas dire que c'est complètement de la démocratie directe, contrairement à ce qui se raconte ici ou là, dont notamment un très bon documentaire qui s'appelle Marinaleda, un village en utopie. Je crois qu'on est quand même plutôt dans une forme de démocratie représentative extrêmement peaufinée, qui va très loin, mais on est encore dans la démocratie participative, extrêmement travaillée, mais qui est encore de l'ordre de la démocratie participative et pas pleinement de la démocratie directe, puisqu'il y a certaines des décisions qui sont prises sous forme de mandat et qui n'est pas forcément impératif. Voilà. Alors d'ailleurs, on n'a pas évoqué les leviers que sont le mandat impératif, la révocabilité des élus, etc. Mais on l'avait déjà abordé par le passé. Certains d'entre vous les abordent aussi par ailleurs. Donc je voulais pas faire trop long dans l'introduction. Je vous propose maintenant d'ouvrir le débat et j'interviendrai à nouveau peut-être pendant le débat en fonction de vos interventions. Voilà. Je vous remercie de votre accueil et j'attends vos réactions avec grand intérêt, notamment par rapport à ce qu'ont dit les enfants dans ces images tout à l'heure. Merci à tous. Pourquoi pas tout de suite? Pourquoi pas tout de suite s'il y a personne. Donc en fait c'est plutôt une intervention un peu complémentaire, c'est-à-dire c'est pour témoigner de la démocratie dans mon pays, à l'endroit où je vis, où effectivement la question s'est posée à propos de Sivens, des grands projets inutiles, et de l'Arnaudier ici aussi, bétonnage de terres agricoles, de la démocratie, mais elle s'est posée uniquement en termes de critique de ce qu'il ne faudrait pas faire. C'est-à-dire la démocratie qu'on dénonce quand c'est des magouilles de politiciens au service de la finance, et d'autre côté, qui critiquent aussi les gens qui font des groupes de pression en occupant avec l'Azad, qui veulent empêcher la démocratie de fonctionner. Donc tout le monde, de part et d'autre, a critiqué la démocratie. Et je trouve qu'on n'a pas assez posé la question de qu'est-ce qu'il faudrait faire pour décider ensemble. Donc c'est ce que j'ai essayé d'étudier. Et donc je vous donne juste l'état des lieux où j'en suis avec d'autres de la démarche aujourd'hui sur les deux projets. Donc sur ce qui concerne Sivens, effectivement, on est un petit peu de guerre des uns avec les autres, donc on ne peut pas penser pouvoir construire un dialogue démocratique et apaisé facilement. Pour autant, on peut utiliser, et nous essayons d'utiliser
le levier du projet de territoire qui est imposé par l'État pour demander à ce que dans ce projet de territoire soit créé un collège citoyen de gens tirés au sort dans la population et qui ne soit pas réservé à des politiciens multicartes et habitués à décider entre eux et aux experts. Voilà. Donc c'est ce qu'on peut essayer d'obtenir au niveau de la lutte de Sivens, sur lequel le préfet dit qu'il est formellement d'accord, mais qu'on sait très bien qu'il ne mettra pas en place s'il n'y a pas un rapport de force, parce que ça ne s'est jamais fait en France et qu'ils sont bien sûr très frileux de leurs prérogatives. Et donc la deuxième chose, la deuxième idée, c'était par rapport au projet de la Renaudier. Eh bien, mon Dieu, puisque là on n'était pas en état de conflit déjà, pourquoi pas nous-mêmes faire une consultation citoyenne, populaire, de dire il y a ces terres qui sont disponibles, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Et là, pour le moment, ce projet de consultation citoyenne a capoté, mais par frilosité, mais je pense aussi bien de la part des gens qui étaient en lutte dans cette histoire-là, qui ont pensé que si on faisait une consultation, eh bien, peut-être qu'on perdrait, que la mairie nous passerait devant et qu'on n'arriverait pas à convaincre les gens. Ce qui me fait beaucoup peur, parce que je pense qu'effectivement, toute vraie victoire, toute chose qu'on peut gagner, c'est avec la population, c'est pas avec une minorité de gens, et que si on a peur de ne pas arriver à convaincre les autres, eh bien, on n'obtiendra que des petites batailles, mais pas véritablement un changement, comme tu disais. Il faut changer l'imaginaire social. Voilà. Donc c'était juste un état de lieu de deux endroits où ça se passe ici et maintenant. Je crois que c'est vraiment localement qu'il faut apprendre à décider le plus de choses et le moins de subsidiarité possible, le plus, je ne sais pas si c'est dans quel sens il faut le voir, mais aussi contrairement à beaucoup de débats qu'on voit de spécialistes de ci et de là qui se retrouvent, y compris au niveau mondial, mais entre eux. Je crois qu'il faut arriver à discuter avec l'ensemble de la population, et ça c'est une dimension plus verticale. Voilà. Est-ce que je peux te poser une question? Oui. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent que nous sommes dans une démocratie représentative, nous avons confié un mandat à des gens, et donc de ce fait nous n'avons pas le droit de désobéir, et de surcroît, si ces personnes ensuite sont réélues après le sujet du conflit, si ces personnes sont réélues largement, est-ce qu'on a encore le droit de désobéir ou pas? Voilà, c'est une question provocatrice parce qu'elle est quelquefois évoquée ici ou là dans des conversations. Qu'est-ce que tu réponds, toi, Jean? Je me sens pas plus concerné que d'autres par cette question-là. Ce que je peux dire, c'est que au niveau de Sivens, on a eu facilement autour de nous la possibilité d'informer les gens des magouilles qu'il y avait eu pour la construction du projet. Je crois qu'on a convaincu tout le monde que beaucoup de gens, et très facilement, la majorité des gens, que c'était effectivement mal ficelé, que c'était magouilleux, que c'était infondé. Par contre, beaucoup de gens ont eu peur à l'arrivée, effectivement, des conflits armés avec la réaction, la ZAD et la réaction qu'il y a eu. Donc, effectivement, la perte de la légitimité. Si nos élus qu'on a élus nous-mêmes, voilà, c'est à ce niveau-là que ça s'est passé. Je ne sais pas si je réponds, voilà. Mais oui, ça concerne tout le monde. Tu sais sans doute pourquoi je pose cette question provocatrice qu'on peut entendre, on peut s'entendre poser ici ou là quand on a lutté de près ou de loin concernant l'affaire Testé-Sivens. C'est tout simplement parce qu'une fois de plus, on peut vérifier que la question de la majorité n'est pas une question suffisante. L'argument de la majorité n'est pas forcément un argument suffisant, sans vouloir citer Brassens et beaucoup d'autres, quoi. Et donc cela pose le problème aussi de la considération de la sacro-sainte démocratie, hein, de l'idée d'une majorité qui décide pour tout un groupe tout entier par rapport tout à l'heure ce qu'on a dit par rapport à la démocratie directe par exemple et les conséquences pour une partie de la population ou pour l'environnement. Voilà. Donc ça, on s'est beaucoup posé cette question en Grèce, notamment en Chalcidique à un moment donné, où la majorité de la population, lors d'un référendum, était plutôt favorable aux travaux, parce qu'on avait choisi juste quelques villages qui étaient proches et qui bénéficiaient du bassin d'emploi, en fait. Hein, c'est ce qui est en train d'être tenté du côté de Nantes, à ma connaissance. Hein, c'est également ce qui est en train d'être tenté, d'essayer de mobiliser les gens qui peuvent profiter du bassin d'emploi pour avoir un référendum favorable. Mais est-ce que, une fois de plus, la majorité doit être toute puissante? Voilà, c'est encore une réflexion sur la démocratie qui me semble nécessaire. J'avais pas trop prévu de prendre la parole sur Sivens, mais comme il y a un avis qui vient d'être donné, je vais le compléter. Un peu plus fort. Vous entendez rien? Ça marche comme ça? Colle-le au menton peut-être. Ça marche comme ça? Ouais, très bien.
Bon, je vais compléter, donner un avis pas tout à fait concordant avec ce qui vient d'être dit par rapport à par rapport à Sivins. Bon, après tout, c'est quelque chose qu'on connaît. Excusez-nous, mais on parle concrètement là d'un point précis où il y a des apparences de démocratie. On a 43 conseillers généraux qui votent pour le projet et qui en fait est bidonné. Et donc en fait le nombre y est là, donc on risque de retrouver le même problème également à Notre-Dame-des-Landes, où il y a un projet de référendum, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on va soumettre la voix au grand nombre finalement ce projet-là. Et en fait ce référendum, ce résultat sera très contestable, à mon avis, surtout s'il donne l'accord, enfin s'il ouvre la possibilité du projet, puisque en fait ce référendum sera basé sur des études bidonnées. Donc en fait, d'une façon générale, ce sont des exemples pour souligner les points faibles de la démocratie. Il y en a un autre là que Jean ça m'a donné une idée ce qu'il a dit. Actuellement, le Sivins s'est engagé dans une résolution pacifique du projet par une invention de Ségolène Royal, il s'appelle le projet de territoire, mais qui a pour objectif essentiel de sauver le soldat Carcenac, quoi. Elle a réussi, puisque en fait, contre toute attente, il a été réélu président du Conseil. Par rapport à ça, par rapport à cette manœuvre qui est une manœuvre d'un enjeu national, hein, puisqu'il s'agissait de couvrir un crime d'État sur un chantier illégal, hein, dont la légalité n'avait pas été prononcée, et donc il fallait effectivement innocenter l'armée et la police, qui a pendant 2 mois fait des exactions, ensuite tué un jeune, et ensuite même s'est adossé sur des milices pour faire évacuer le site. Donc cette manœuvre, Ségolène Royal, elle est en train de la réussir. Et par rapport à ça, si vous voulez, elle invite certains acteurs à cautionner cette démarche, c'est-à-dire à rentrer dans une démarche de concertation. Qu'est-ce qu'il faut pour le bassin versant du Tescourbe, etc., etc. Donc se pose la question, est-ce qu'on légitime un processus démocratique qui, à mon sens, me paraît bidon, ou alors est-ce qu'on continue à dénoncer la manœuvre? Vous voyez, ça c'est une question que je vous pose. Moi personnellement, j'ai été invité aussi à participer au projet de territoire et j'ai dit non, je ne peux pas le faire. À la place de quoi, je suis dans une démarche actuellement de plainte contre Carcenac, qui a fait brûler la métairie neuve. Et donc ça me paraissait assez contradictoire d'être à la fois à une table de négociation avec les responsables et en même temps de les attaquer au point de vue juridique. Donc là, on pose aussi le problème de la manipulation de l'opinion, de la fabrique du consentement. Hein, la démocratie pose aussi ce problème. J'évoquais tout à l'heure le problème d'une majorité toute puissante qui pourrait imposer n'importe quoi à une minorité et à l'environnement, par exemple. On pose aussi le problème des conditions dans lesquelles le débat s'effectue et la prise de décision s'effectue, et notamment tout ce qui est de l'ordre de la manipulation du conditionnement. Mais dans le propos, il y a une autre chose, et là, par contre, elle pose également problème, je la rapprocherai de ce qui se passe en Crète aujourd'hui, c'est la question de la légalité pour ester ou désobéir, choisir la voie légaliste ou pas, dans l'opposition à un projet. Donc en l'occurrence, par exemple, si au niveau de Notre-Dame-des-Landes ou du Testé, il y avait des choses illégales, des choses contraires à la loi dans le projet, par contre, en Crète, le projet d'EDF et des sociétés écrans d'EDF est complètement légal, ou il est devenu
Parce que, par exemple, quand nous, on a été en justice, j'étais le 20 avril témoin de moralité des camarades qui luttent là-bas dans un procès à Chania contre EDF, en fait, l'État et le gouvernement ont transformé un certain nombre de lois de façon à rendre complètement légal, parfaitement légal, tout ce que fait EDF en Crète. Par exemple, les routes forestières viennent de passer d'une dimension maximale, d'une largeur maximale de 4 mètres à une largeur maximale de 10 mètres. Voilà. Du coup, on ne peut plus rester en justice par rapport à ça, et c'est un exemple parmi d'autres. Donc, vous voyez, le cas de figure est différent. Hein. Là, on se réfère, on s'oppose, même si on n'est pas forcément majoritaire. Hein, malheureusement, ce qui a été vérifié par la suite, en raison de la manipulation de l'opinion, on s'appuie quand même sur quelque chose qui s'appelle la loi. Mais en Grèce, par exemple en Crète, on ne peut même pas s'appuyer dessus, puisque le tapis est régulièrement enlevé sous nos pieds. Voilà. Du coup, on en arrive au sabotage, à d'autres formes de lutte. Et bien sûr, on travaille l'imaginaire social de façon à être majoritaire au niveau de l'imaginaire social. Mais ce n'est pas toujours facile. Oui, bonjour. Dans la discussion sur la démocratie, je trouve qu'il y a quelques simplifications qui se font, qu'il faudrait quand même un petit peu de temps en temps prendre en compte. Parce que, bon, c'est des questions que je pose là, ça a l'air d'être une affirmation, mais ce n'est pas une. Nous avons quand même plus ou moins, on s'en aperçoit globalement, une dictature de l'argent dans la société dans laquelle nous vivons. Et cette dictature de l'argent, donc, elle part de groupes de pression, de lobbies, de détenteurs du pouvoir qui ont bien sûr différents intérêts à différents échelons, que ce soit tout à fait en haut au niveau de la mondialisation et tout à fait en bas au niveau des régions et des communes. Et donc, quand on essaie de développer ce concept de démocratie au niveau que l'on connaît, donc dans son vécu personnel, c'est sûr que nous, en tant qu'individus, on est a priori, peut-être en général, confrontés à des problèmes sans dépréciation, plus ou moins mineurs, n'est-ce pas, des questions d'intérêts communaux, régionaux, et on est donc dans ce contexte-là confronté, je pense, à une résistance envers notre conception de démocratie, conception donc qui provient de l'État auquel nous sommes confrontés, qui va être plus ou moins virulente. Ça, c'est notre niveau, c'est un niveau donc quand même relativement bas dans cette discussion opposition État, peuple, via le concept de démocratie. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que ce concept de démocratie, tel que vous l'avez présenté, donc avec ces interactions que nous avons envers les détenteurs du pouvoir, est-ce que ce n'est pas complètement faussé à partir du moment où nous essayons donc de développer des conceptions en matière de démocratie, vis-à-vis de ce que j'appellerais peut-être, avec un mot un peu ronflant, des maîtres du monde, qui sont complètement en dehors de toute appréhension que nous pouvons avoir envers eux, par quelle que soit la forme de démocratie participative ou autre à laquelle nous pouvons penser. Donc, et là donc se pose un problème fondamental pour la démocratie. On en a parlé à partir donc de tout ce qu'il y a comme influence, comme chantage, comme pression vis-à-vis donc de ceux qui revendiquent cette démocratie. Brecht disait donc d'abord la bouffe, après la morale. Hein. La morale, c'est entre autres aussi dans les conceptions de démocratie. Mais comment faire quand, par exemple, vous avez tout à l'heure notre collègue le disait, donc par rapport au bassin d'emploi, ça commence là. Vous voyez. Donc quand il y a des forces politiques qui sont capables d'effectuer un chantage, qu'il soit national, qu'il se fasse par le truchement d'une force politique soi-disant souveraine ou par des organismes patronaux ou autres, n'est-ce pas? Là, le problème se pose complètement différemment. Et là, c'est la question que j'aurais aussi à te poser un petit peu. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut encore partir de nos conceptions historiques de démocratie pour appréhender vraiment ce rapport de force qui est complètement faussé entre nous, citoyens, et des forces qui sont complètement occultes, qui sont souvent en dehors de toute sphère politique et qui, en fait, sont capables de diriger à distance un petit peu les sensibilités des populations, leurs peurs et en définitive donc leur possibilité émancipatrice par rapport à cette libération à laquelle nous espérons donc se libérer donc de ce joug de l'argent, de ce joug donc qui fausse toute décision qui pourrait être prise dans un cadre démocratique. Je vais te répondre de façon très simple et claire.
le problème qui a été évoqué tout à l'heure de la manipulation de l'opinion et de la fraude du consentement est directement lié à la dictature financière. Le fait que l'argent décide de ce qui va être montré à la télévision, directement via les chaînes privées, indirectement via les chaînes publiques, et le fait que les candidats aux élections soient soutenus ou pas par les grands groupes de diverses manières, produit avec bien sûr la presse locale, la presse nationale, etc., qui va être bienveillante ou pas pour tel candidat, qui va fabriquer, comme on l'a déjà montré, beaucoup d'auteurs l'ont montré, qui va fabriquer d'ailleurs des candidats plutôt que d'autres aux primaires, qui va favoriser des candidats aux primaires dans des partis, qui vont faire le jeu de certains par rapport à d'autres. Et donc par conséquent, nous par rapport à ça, il me semble que l'enjeu principal, c'est d'arriver de sortir de ce conditionnement. C'est pour ça que moi, mon domaine d'activité, c'est la philosophie et l'art. C'est parce que je pense que c'est une forme d'action politique qui permet à la fois de travailler à l'émancipation individuelle, la faculté de juger, de choisir, parce que la liberté, c'est pas les enfants finissent par le voir. Après, au début, quand on leur demande c'est quoi la liberté pour toi, la première réponse toujours c'est faire ce qui nous passe par la tête. Ensuite, ils se rendent compte qu'il y a plein de choses différentes qui nous passent par la tête, qui sont parfois contradictoires, et qu'en plus, ils peuvent trouver d'autres choses parmi ce que disent les camarades, parmi ce que disent les parents, les enseignants et plein d'autres personnes qui peuvent trouver des choses dans des livres, dans des films, et donc par conséquent qu'il faut faire le tri de tout ça, exercer sa faculté de juger, et que c'est dans l'exercice de la faculté de choisir que se trouve la liberté, non pas dans le fait de prendre spontanément ce qui nous passe par la tête. De même que sur l'égalité, être tous égaux, c'est être tous pareils, puis finalement on se rend compte que l'enjeu est ailleurs. Et donc, moi, il me semble que c'est pas un hasard si parmi les idéologues des grands mouvements de gauche ou libertaires, on trouve énormément d'éducateurs. C'est parce que justement, il y a aussi un enjeu de ce côté-là. De même que faire un film sur la lutte nécessite, d'après moi, de travailler aussi cette lutte au sein des institutions, notamment l'institution scolaire, pour arriver à contrecarrer ce conditionnement, cette domestication, même je dirais, du sujet humain par rapport à sa faculté à désirer, à imaginer et à développer sa volonté. Donc en fait, il me semble qu'il y a deux formes de lutte différentes. Il y a la lutte dans le champ démocratique, au niveau donc de l'activisme, ce qu'on appelle couramment l'activisme des uns et des autres. Donc, vous avez à l'entrée des tracts qui ont été déposés par les uns et par les autres. Je crois que Ni Debout, peut-être le collectif Testé. J'ai vu Attaque tout à l'heure avec des documents. Ça, c'est de l'activisme. Donc, diffuser, faire connaître, avoir plus d'adhérents, par exemple, et de sympathisants. Il y a le problème de l'action juridique qui est menée dans énormément de luttes. C'est l'immense majorité des luttes. Par exemple, nous, quand on ouvre des squats, on a immédiatement ce problème qui se pose. C'est extrêmement précis au niveau juridique pour arriver à ouvrir un squat et loger des populations, des familles, comme on le fait tous les jours en Grèce. Ou encore, par exemple, avec ces magasins de gratuité qui, je vous le signale quand même, viennent, il y a 3 semaines seulement, d'être encore attaqués au prétexte qu'ils font la concurrence au marché. Voilà, en Grèce. Dans un contexte quand même de pénurie alimentaire terrible. Donc il y a un niveau, l'activisme, l'action juridique, donc ça c'est concernant la légalité. Après le choix de l'illégalisme avec la désobéissance civile ou civique, selon comment on se situe. Civique, c'est par rapport à la référence aux éléments constitutifs de la communauté politique en question, quand on considère que, par exemple, la Ve République elle a été bâtie dans un contexte où les objectifs et les valeurs étaient tout à fait aux antipodes de ce qui est le cas aujourd'hui. Si elle est civile, c'est dans ce cas-là, tout simplement, qu'on se réfère à des valeurs universelles, une certaine idée de l'humanité et du sens de la vie en général, sans forcément l'enraciner dans l'histoire de la communauté politique, comme le cas de la désobéissance civique. Et donc c'est dans le premier cas, désobéissance civique, c'est citoyen. Dans le second cas, désobéissance civile, c'est humain, par rapport à des valeurs humaines, on va dire en général. Et quatrième niveau, c'est la formation individuelle, le travail à l'égard d'autrui et réciproquement. Et ça, c'est un niveau qui me semble encore plus important. C'est pour ça que je pense qu'il y en a beaucoup dans la salle qui travaillent de près ou de loin dans l'éducation, dans l'animation ou dans l'enseignement, parce que c'est un levier majeur aujourd'hui. Quand on parle de pédagogie, quand on parle de tout ça, quand ce genre de soirée, par exemple, il n'y a pas seulement les tracts à l'entrée ou tout ce qui se fait avant ou après. C'est surtout dans les conditions d'échange qu'on arrive à former notre jugement. Malheureusement, on n'est jamais assez nombreux parce qu'on a la concurrence de la télévision, de YouTube, de plein d'autres choses, de loisirs de toutes sortes qui permettent de se divertir et d'oublier un petit peu la machine. Alors qu'ici, on est au cœur du problème. Voilà. Donc, pour moi, il me semble que on peut pas parler clairement
de démocratie tant qu'on ne pose pas complètement le problème de la manipulation de l'opinion et donc de l'émancipation humaine au sens propre du terme, quoi. C'est-à-dire arriver à penser par soi-même, à exercer sa faculté de juger et à créer de véritables conditions d'assemblée citoyenne. Parce que finalement, la démocratie, ça c'est ce qu'on a fait, la conclusion de la dernière assemblée d'Exarchie à laquelle j'ai participé il y a 2 semaines. La démocratie, c'est pas la prise de décision. On était tous d'accord là-dessus, la démocratie, c'est le débat. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, tout à l'heure Babis vous a dit, non seulement avec Exarchia, on n'a jamais eu besoin de lever la main, on n'a jamais eu besoin d'un rapport de domination entre une majorité et une minorité, mais en plus, surtout, on a pris le temps de la discussion avant. Et c'est pour nous dans la discussion que se trouve la démocratie. Et enfin, il a dit, on prend les décisions à l'unanimité et surtout le consensus. Pourquoi il a dit ça? Parce que l'unanimité, c'est tous exactement du même avis. C'est tous avoir la même opinion. C'est-à-dire, l'unanimité, c'est l'uniformité de l'opinion. Alors que le consensus, étymologiquement, c'est faire converger le sens qui diffère pour chacun, de façon à pouvoir créer des projets communs ou des convergences de lutte, par exemple. Voilà pourquoi nous, on travaille en direction du consensus, en essayant d'éviter, quand on peut, la démocratie directe, c'est-à-dire le vote, pour éviter les rapports de domination entre une majorité et une minorité, parce qu'on sait très bien que la majorité n'a pas forcément raison, et en évitant l'unanimité, la recherche de l'unanimité, parce qu'on ne cherche pas à se ressembler. Parce que ça, c'est le mauvais jeu des enfants, vous savez, qui essaient de ne pas être trop marginal, d'être normal, entre guillemets, face au regard des autres. Et finalement, on a tendance à le faire aussi en tant qu'adulte. Alors que finalement, le jeu, c'est d'arriver, tout l'enjeu de ce problème de ce soir, me semble être d'arriver à vivre ensemble avec nos différences. Vous avez ramené le sujet à la question de la démocratie. Et dans votre présentation, notamment dans la vidéo sur les goûters philo, vous avez expliqué, me semble-t-il, qu'on pouvait partir d'une pétition de principe qui était qu'on apprend la démocratie en la pratiquant. Et que donc pour apprendre cette démocratie en la pratiquant, eh bien, il fallait le faire dès le plus jeune âge et donc commencer dès l'enfance à entrer dans le processus démocratique et notamment à l'école. C'est la pétition de principe. Et donc vous participez vous-même à des goûters philo. Et moi, il y a une question qui m'interroge, c'est que il me semble que alors que les goûters philo, la pédagogie active, les conseils d'élèves, la rédaction commune des règles de vie de classe étaient encore il y a quelques années seulement promus dans les IUFM, mais pas imposés. On avait déjà la promotion de ce type d'invitation à entrer en démocratie et de promotion. On est arrivé progressivement à une véritable intégration de ces rituels démocratiques-là dans les textes même qui ont valeur de loi, c'est-à-dire dans les programmes. Si vous lisez les derniers programmes d'EMC, d'enseignement moral et civique, vous constatez que toutes ces modalités d'entrée en démocratie, en fait, font partie véritablement de ce qui est demandé aux professeurs, demandé, voire imposé aux professeurs. Du coup, ma question est la suivante. Comment vous expliquez qu'une démocratie malade, puisque c'est de ça dont vous parlez, ferait la promotion de cette entrée en démocratie dans les écoles? Est-ce que c'est parce que, d'une part, il y aurait une véritable volonté de préparer une révolution citoyenne? Est-ce que c'est un leurre? Ou alors, est-ce que ces formes de promotion de la démocratie sont en fait tout à fait solubles dans les impératifs d'une société libérale capitaliste? Je prendrai les 2 dernières réponses, mais je vais peut-être laisser le débat à l'Assemblée répondre à tout ça. Moi, il me semble qu'il y a évidemment une pression énorme, programmatique par ailleurs, qui fait que l'élève... Moi, j'ai eu le cas récemment, et encore à Toulon, par exemple, l'autre jour, avec une classe de CM1, on avait enlevé les tables, on était en cercle, comme vous l'avez vu à l'écran, et on n'était pas du tout dans un contexte d'une assemblée d'élèves, on était avec des enfants, c'était plus des élèves,
et quand on faisait le pari de l'enfant pour faire le pari de l'humain, si vous avez bien compris. Et la seconde heure, avec des CM2, je crois, c'était par contre l'enseignant tenait absolument à garder les bureaux, à ce que les enfants restent derrière leur bureau, qu'ils continuent à prendre des notes, etc., tout en faisant cette assemblée de discussion. Et donc on sentait tout de suite la pression d'institution, la pression programmatique, le regard de l'enseignant, etc. Donc oui, dans ce cadre-là, à partir du moment où par ailleurs il y a une domestication, une discipline extrêmement importante, les conditions du débat ne sont pas les mêmes, évidemment. La libération de la parole n'est pas du tout la même, et donc de tout ce qui va avec, puisqu'on ne pense qu'avec les mots. Juste auparavant, considérant par rapport à la velléité du pouvoir concernant ce sujet, oui, j'étais au courant, puisque au dernier congrès de l'ICEM, notamment, il a été dit par Jean-Charles Huvert, le président de l'ICEM, Pédagogie Freinée, qu'il y avait une véritable demande du ministère, alors que lors de la délégation en 2003 qui avait rencontré Luc Ferry pour demander par exemple de la philo à l'école, Luc Ferry, sa réponse avait été très claire: vous avez déjà fait assez de mal en mai 68. Voilà. Alors qu'il était soi-disant philosophe. Le problème qui se pose également, je me permets de le dire au risque de choquer certains d'entre vous, c'est le problème du recrutement. Parce que les enseignants ne sont plus recrutés de la même façon aujourd'hui qu'autrefois, et dans une société dans laquelle le fait de trouver un emploi est une préoccupation beaucoup plus importante que celui qu'on va choisir. Et donc, par conséquent, la question du sacerdoce, de la déontologie, de la passion et du but se pose pas de la même façon, il me semble, qu'il y a une ou deux générations. En l'occurrence, dans tout ce qu'on fait, la perspective de résultat dépend beaucoup, non pas seulement de la compétence, mais aussi du désir. Et le fait de recruter à Bac+5 les enseignants avec la formation qu'on connaît, et dans le contexte de crise qu'on connaît, du moins de crise de l'emploi qu'on connaît, me semble être aussi un paramètre par rapport aux conditions dans lesquelles finalement ce projet ne s'établit pas comme il devrait s'établir. Parce qu'on voit très bien qu'il n'est pas tant suivi que ça, en tout cas pour l'instant. Voilà. Il n'y a pas tant de demandes que ça des établissements, et finalement ça passe un petit peu par-dessus la jambe, notamment à cause du nombre d'effectifs, des effectifs, au niveau du temps, au niveau de la pression du programme et tout le reste. Voilà. Alors après, je ne sais pas, il y a peut-être d'autres opinions par rapport à cette interpellation, à ce paradoxe. Je m'intéresse de près au monde de l'éducation, etc. Et tout ce que le monsieur a dit là, pour moi, c'est de la récupération de vocabulaire. C'est-à-dire que oui, l'éducation nationale parle de bienveillance, parle de tonnes de choses qui sont magnifiques, mais qu'au final, il n'y a rien qui est appliqué. Et par ailleurs, alors, comment dire, oui, donc ce n'est pas appliqué du tout pour la bonne raison. Il y a une des preuves qui est les programmes scolaires, où les gamins sont obligés de savoir telle chose à tel âge exactement, et s'ils ne le savent pas, etc. Et pour moi, tout ça, c'est pas de la bienveillance, et c'est appliqué... Bon, moi, je suis mère d'enfants instruits en famille, et il faut savoir que là, la semaine dernière, les associations nationales ont été reçues par le ministère de l'Éducation nationale pour être informées qu'à la mi-juin, il y a des amendements qui vont être votés par rapport au contrôle pédagogique dans le cadre de l'instruction en famille, qui font que les enfants qui n'auront pas le niveau à tel âge, il faut savoir qu'à l'instruction en famille, les pédagogies, justement, appliquent beaucoup toutes les pédagogies alternatives qu'on peut connaître, etc. Et donc, à partir de la rentrée 2016, il va y avoir les contrôles on va demander aux enfants de savoir les mêmes choses que les enfants d'école, au même âge, etc. Sauf que dans l'école, les enfants qui ne le savent pas, l'instituteur n'est pas viré, le chef d'établissement n'aura pas de sanction. Si l'enfant qui est instruit en famille ne le sait pas, il devra revenir à l'école. Ah, c'est nouveau ça. C'était la demande de Ségolène Royal il y a quelques années, quoi. C'est tout à fait ça. Alors, sous prétexte que, évidemment, sécuritaire, les djihadistes, parce qu'on sait très bien que ceux qui ont fait les attentats faisaient l'école à la maison. Non, ils étaient complètement à l'école, hein. C'était une blague. Enfin voilà, donc tout ça pour dire que je m'intéresse de très près à ce qui se passe, au vocabulaire employé par l'éducation nationale, et c'est juste assez pervers comme système, voilà, parce qu'il récupère tout le vocabulaire des pédagogues, des neuroscientifiques, de la neurobiologie, de Guéguen, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, etc. Et il récupère tout ce vocabulaire-là. Et pour dire, vous voyez, nous on le fait. Après, j'ai des amis qui sont aussi, alors qui sont professeurs,
et qui me disent mais c'est juste impossible de toute façon, avec 30 élèves, avec les moyens qu'on a, etc., même avec toute la meilleure volonté du monde, on ne pourrait même pas appliquer les prérogatives ou les demandes que... Enfin voilà, tout ça pour dire que voilà, c'est leur... pour moi. C'est par rapport à la démocratie participative, directe, etc. Il me manque une dimension, moi c'est la dimension géographie. C'est-à-dire que dans tout ce que j'ai vu, mais je peux faire référence au film Demain aussi ou des choses comme ça, ces auto-organisations fonctionnent sur des groupes, des communautés où les gens se connaissent, se fréquentent. Donc après, la démocratie représentative de délégation, est-ce que finalement c'est pas le moins mauvais système pour des collectivités bien plus importantes du type une nation par exemple? Parce que il y a derrière les modes de représentation qu'on a, les modes d'organisation qu'on a, il y a une géographie, qu'on le veuille ou non. Et après, au niveau des référendums, juste une remarque, c'est que par exemple en 2005, on a voté non à un TCE. La représentation nationale s'est assise dessus, mais l'analyse du contenu du non, on se l'est attribué, nous, gens de gauche entre guillemets, mais il y avait des mecs du Front National qui votaient non aussi. Et sans eux, c'est oui. Donc, ces problèmes de démocratie, démocratie par le biais du référendum, de démocratie de type la commune espagnole que tu citais, etc. Il y a des choses à cerner, à mon avis, avec des différents étages en fonction de la communauté à laquelle on s'adresse. De l'échelle de population, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi poser le problème des prérogatives? C'est-à-dire si, pardon, on peut laisser le micro une seconde juste pour creuser ce point, est-ce que selon les prérogatives à l'échelle nationale, en l'occurrence, le pouvoir immense à l'échelle nationale par rapport aux communes. Les communes ont une marge de manœuvre minuscule par rapport à ce qui est décidé à l'échelle nationale, vous le savez bien. Donc par conséquent, est-ce qu'il n'y a pas aussi une question d'équilibrage entre des échelles supérieures, la délégation de pouvoir à une échelle supérieure, et ce qui peut être décidé à une échelle communale sous une forme peut-être beaucoup plus directe? Oui, là, les problèmes de décentralisation, c'est un débat qui remonte entre Jacobins et Girondins, hein. Mais malgré tout, une démocratie, ça me serait égal de déléguer mon pouvoir de citoyen à quelqu'un dans la mesure où je peux le révoquer, par exemple. C'est-à-dire que ce qui nous est arrivé là, en 2012, là, on devrait le virer, quoi. Enfin. Parce qu'il fait pas le programme pour lequel on a voté pour lui, voilà, point barre. Donc la délégation, ça m'est égal, mais s'il y a des contre-pouvoirs citoyens qui s'organisent. Par contre, au niveau de la démocratie directe et participative, parce que la frontière est ténue, je pense qu'à l'échelle d'une commune, effectivement, à l'échelle d'une entreprise, à l'échelle d'une communauté éducative, tout ça peut fonctionner. L'échelon au-dessus, après, j'ai du mal à voir comment on peut faire avec ce moins mauvais système que peut être la démocratie représentative. C'est une question, hein? Oui, bien sûr, bien sûr. Et je t'ai dit, ça dépend aussi de l'ampleur des prérogatives qu'on confère à la communauté supérieure, à la nation, à la fédération. Bon, je peux? Oui, bon, je pense que tout le monde sera d'accord, ou quasiment tout le monde dans la salle, sur le diagnostic. La démocratie, aujourd'hui, dans notre système politique et avec nos institutions, cette démocratie, c'est plus qu'une maladie, c'est une crise profonde, générale. Donc, ça interpelle. Mais ça a quelque chose de très concret. C'est pour ça que je voulais quand même qu'on ne passe pas à la soirée sans évoquer ce qui se passe actuellement avec la loi travail. C'est-à-dire que ce système, qui est le système capitaliste, où une classe dominante dirige tout. Alors c'est l'argent, oui, mais c'est l'argent au travers de son personnel politique, de ses hommes qui sont dans les banques et qui sont aussi au gouvernement. Bon, voilà. Donc ils sont insatiables. Le capitalisme n'a pas de limite. Et la loi travail, c'est la loi qui va jusqu'au bout d'une logique, c'est-à-dire tout ce qui réglemente le droit du travail, c'est
ça leur est insupportable. Il faut maintenant qu'au lieu d'une règle générale au travers des branches, il y ait autant de lois que d'entreprises. C'est au niveau de l'entreprise que le patron, le dirigeant d'entreprise, doit pouvoir faire sa loi et imposer aux salariés, sous la menace de licenciement, sous la menace de délocalisation. Voilà, c'est ça où, voilà. Bon, donc c'est extrêmement grave ce qui se passe aujourd'hui. Et alors, est-ce que ça se double d'une enfin, parce qu'on parle de démocratie représentative, mais le peuple n'est pas si retardé que ça. Moi, je viens de regarder les 2 résultats des élections législatives qui se sont tenues dimanche dernier. Alors je me rappelle plus très bien les 2 départements. Il y a les Alpes-Maritimes et... Bon, 77% d'abstention dans les 2 cas. C'est-à-dire qu'on aura là 2 députés qui vont être élus avec quelque chose comme 12 ou 13% du corps électoral. Donc, il y a un vrai problème, un problème énorme, c'est le problème du système dans lequel nous vivons. Et ce système-là, il faut le changer. Alors, mais pas seulement le contester, mais le changer. Alors, ma question, c'est la démocratie, aujourd'hui, pour aller vite, elle est pourrie. Est-ce qu'il faut dire la démocratie, je n'en veux plus? Ou est-ce qu'au contraire, la démocratie reste une arme dont il faut se servir? Parce que l'exemple de Sivens est intéressant, qui a été évoqué tout à l'heure. Est-ce que construire un projet de territoire et imposer à tous les acteurs, au Conseil général, à l'État, à la FNCA, imposer le dialogue démocratique jusqu'au bout et écarter tout ce qui est en train de brouiller, parce que évidemment il y a des mensonges à tous les étages. Donc est-ce que la démocratie reste une arme dont peuvent se servir les travailleurs, les démocrates, et est-ce que une des revendications premières ne doit pas être la démocratie à l'entreprise? Parce que c'est là que tout se joue. Le jour où les salariés, les travailleurs réussiront à imposer un droit de regard sur les choix, sur les orientations et sur les conditions de travail, bien entendu, là, les choses commenceront à changer. Et l'expropriation, peut-être, pour la propriété des outils de production. Parce qu'il y a quand même la question de le pouvoir, c'est aussi la propriété, quoi. C'est aussi l'argent lui-même, quoi. Ouais. Mais si on est face à des puissants qui ont beaucoup de moyens, que ce soit dans l'entreprise ou au niveau du système politique, ça, c'est plus difficile. Alors la réponse, faut-il jeter le bébé de la démocratie avec l'eau du bain? Non, je pense pas, mais la réponse que tu viens de donner fait écho à l'avant-dernière intervention, c'est-à-dire que la démocratie directe, elle suppose du temps. Or, le capitalisme et encore, et à raison de plus, le libéralisme, font que le temps est compté. Et du coup, si on veut de la démocratie directe ou des formes plus radicales comme l'anarchie, ça suppose du coup de faire tomber le capitalisme et du coup de se laisser le temps de réfléchir à des sujets de société, à des projets d'aménagement du territoire. Sauf que, comme tu le disais, le capitalisme ne laisse absolument pas ce temps-là, quoi. C'est le profit le maximum de profit dans un minimum de temps. Donc, ça suppose de bafouer les droits de tout le monde et de bafouer la parole d'une très grande partie de la population. Oui, je rebondis du coup sur que le capitalisme effectivement ne nous laisse pas le temps, mais l'espace non plus. Puisque je crois savoir que l'AGET cette année doit débourser des sous pour avoir cet amphi, jusqu'à une certaine heure aussi. De plus en plus. Combien exactement ? Je les laisserai répondre tout à l'heure, mais juste pour dire que du coup beaucoup de gens et d'associations et de militants, etc., se posent des questions sur quels sont les lieux où peut avoir lieu un débat démocratique sur les questions de société, ne serait-ce qu'à l'échelle de la ville. Les Nuits debout posent cette question aussi, notamment avec en se posant sur la place du Vigan, et ce soir devant la fac aussi. On a été devant la fac, pas dans la fac, pour pas fâcher du monde.
Mais on a déjà vu que la saison touristique va commencer et que Albi est une ville qui vit beaucoup sur la communication, on a déjà eu la visite de municipaux, d'agents municipaux. Oui, alors elle n'est pas déclarée. La nuit debout Albi n'est pas déclarée, mais je ne sais pas si ça vaut le coup de la déclarer au point où on en est, puisque on nous les a laissé entendre qu'il fallait pas trop que ça grossisse, que c'était pas très propre sur la place du Vigan et que la saison touristique allait commencer. Donc du coup, je vous invite juste pour notamment réfléchir à où est-ce que pourrait se passer l'après Nuit debout, puisque l'hiver venu, peut-être qu'on sera plus dehors de toute façon, mais essayer de récupérer des lieux au maximum, en tout cas et ne pas toujours les payer ou devoir demander l'autorisation pour discuter. Et donc du coup, les prochaines Nuits debout, je crois que on a acté pour mardi prochain, 7 juin. 7 juin pour la prochaine et a priori le 14 suivant, puisque les Nuits debout sont posées selon les participants. On a posé les 2 prochaines. Et que si on n'est pas beaucoup, ils vont venir à quelques flics et nous sortir de la place du Vigan, et que ça va un peu épuiser tout le monde. Donc soyez nombreux à essayer d'investir au moins les Nuits debout, au moins au début. Ça dure pas toute la nuit, à partir de 18h, mais c'est rarement au-delà de 23h. Et puis il y a des commissions qui se créent, etc. Et puis après ça peut continuer le débat dans d'autres lieux, mais en tout cas ça pose la question de où est-ce qu'on peut débattre. On n'a plus le temps ni l'espace non plus. C'est le vieux problème de l'utopie, topos, trouver un lieu pour expérimenter autre chose. En tout cas, comme d'autres lieux d'occupation ailleurs en France, n'hésitez pas à utiliser nos films pour essayer d'attirer du monde lors de projections de fin de soirée après vos commissions. Pardon ? Ah oui, il n'y a pas d'électricité, d'accord. Ouais, il faut un groupe électrogène et c'est compliqué alors dans ce cas-là, oui. Et oui. Alors qu'il y a des endroits où ils ont quand même la possibilité de se brancher, quoi. Ouais. D'accord. Enfin, sinon, n'hésitez pas à vous en servir. Ils font partie des films en Creative Commons. Oui. Tout le monde s'est très bien tenu ce soir et n'a pas été cuistre. Je vais commencer. À propos d'anarchisme et d'abolition du capitalisme, il y a une petite piécette de Pessoa qui dit que son banquier est l'anarchiste le plus accompli. Et je vous invite à aller le lire. Un truc. Quel est l'argument ? L'argument, c'est que le banquier est libre. Lui, il fait tout ce qui lui passe par la tête. Pour ta définition, c'est l'anarchisme ? Non. L'anarchisme, c'est pas avoir de chef pour soi, mais c'est pas au niveau de la société tout entière ? Pardon ? L'anarchisme, ça serait donc de ne pas avoir de chef uniquement pour soi, non, Pessoa, et pas pour la société tout entière. Pessoa est dans une discussion avec son banquier, et son banquier lui dit que l'anarchiste accompli, c'est lui-même. Parce qu'il a effectivement un pouvoir personnel qui dépasse toute mesure. Bakounine a écrit « La liberté d'autrui étant les mène à l'infini ». Pardon ? Bakounine a écrit « La liberté d'autrui étant les mène à l'infini ». Et tous les concepteurs de l'anarchisme s'accordent sur le fait qu'il n'y a pas d'anarchie possible sans la suppression générale des chefs et pas uniquement une absence de chef. Non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que l'anarchisme pouvait être un principe qui pouvait être interprété diversement. Mais c'était pas là-dessus que je voulais faire porter le débat. C'était sur la définition. Là, c'est contraire à la définition, quoi. C'est comme quand on dit le communisme, c'est le stalinisme, c'est la même chose, quoi. C'est totalement injuste pour nos camarades communistes. Non, je dis pas, c'est le contraire. Je dis, allez voir cet exemple d'une dialectique du pouvoir de la liberté et de l'absence de principe de pouvoir. Mais c'était pas là-dessus que ça portait. Il y avait une chose qui me frappait, c'est depuis très longtemps, on parle ici, dans nos réunions, de démocratie. Or, la démocratie, il me semble que c'est une idée nouvelle, ici. Elle a eu lieu en Grèce, vous en avez parlé tout à l'heure. Elle a eu lieu dans les monastères ou dans certaines communautés fermées. Mais chez nous, c'est une idée nouvelle. Je ne vois pas qu'il ait été inscrit à un moment donné dans nos constitutions le principe démocratique. C'est le principe républicain qui est inscrit. Je ne défends pas le principe républicain contre le principe démocratique, je ne voudrais pas qu'on entre dans ce genre de débat. Mais donc il faut le poser comme tel, comme chose nouvelle. La revendication d'une population
d'une communauté et le droit de décider pour elle-même au-delà de ce qu'impose la représentation. On en a parlé. Vous avez parlé d'Aristote. Moi, ça m'intéresse. Parce que Aristote, quand il fait une recherche pour savoir s'il y a 2 ou 3 principes qui régissent la physique, il commence par faire une longue enquête sur tous les systèmes qui ont été proposés avant, par les étudier et par les comparer. Il ne part pas avec une position arrêtée en disant c'est celle-là la bonne, je vais la défendre contre tout le reste. Il me semble que pour bien poser la démocratie, il faut commencer par poser le problème de l'information. S'informer d'abord. Et s'informer largement. En affrontant et les opinions et les thèses. Et en le faisant honnêtement. Vous avez parlé d'éthique à un moment donné. Et ça, c'est très important. Si quelque chose me plaît suffisamment pour l'imposer à un groupe, et je ne lui donne pas à entendre qu'il y a d'autres alternatives, si je les ferme, si je les tais, si je détiens une information, et c'est ce que disaient les enfants, dans l'entraide, il y a le fait que tout le monde ne sait pas tout, qu'on sait tous des petites choses, et que si on les réunit, on est plus riche d'informations. Peut-être qu'il faut commencer par là, par mettre toutes les informations sur la table, et par en discuter honnêtement. Il me semble que quand on discute de la démocratie comme ça, je vais terminer, je sais, je suis long, je vais arrêter. On parle de la règle du jeu, mais on ne dit pas la démocratie pour quoi faire. Quel jeu on va jouer? Même si on avait une démocratie, on est accompli, direct, participatif, tout ce que vous voudrez, on n'est pas sûr que ça nous permette de jouer un jeu honnête et bénéfique. C'est simplement des petites questions que je voulais proposer et j'arrête là. Merci beaucoup. Non, moi j'ai évoqué l'éthique uniquement par rapport à la démocratie représentative parce que je dis que quand on laisse au hasard la représentation, on prend le risque que quelqu'un trahisse. Évidemment, s'il y a moyen de révoquer les élus, s'il y a d'autres leviers qui sont mis en place, le mandat impératif en premier lieu, mais la révocation des élus qui devient de plus en plus une question brûlante, évidemment que ça peut être éventuellement un frein. Mais même si c'est la décision constituante se fait à l'échelle des élus, évidemment, dans ce cas-là, on tombe dans le piège de la possibilité de s'accaparer progressivement le pouvoir, de le centraliser de plus en plus. Donc le problème de l'éthique se situe à l'échelle de la représentation. Jusqu'à la monarchie, c'était le grand débat sur le monarque, la lignée, les qualités des monarques, l'éducation du monarque, de façon à ce que ce soit un bon roi. Là, en l'occurrence, quand on choisit un président, il faudrait choisir le meilleur président possible, essayer d'avoir confiance, parler de son profil. Quand on le questionne, les journalistes, etc., il faudrait trouver celui qui justement aurait l'éthique qui permettrait ensuite l'accomplissement politique pour l'intérêt général, quoi. Et moi, je suis pas partisan, je vais vous dire franchement, de laisser ma vie et la vie du grand nombre au hasard. Et donc, par conséquent, tout ce qui est de l'ordre du hasard est plutôt rejeté. Donc l'élection pose d'une certaine façon le problème du hasard, non pas au niveau du choix. Bon, il y a quand même l'exercice du choix parmi les candidats, même si la façon dont ça se déroule reste discutable. Par contre, il y a le problème ensuite de l'action proprement dite, puisque moi je pense avec Louise Michel par exemple que le pouvoir corrompt, et donc par conséquent qu'il y a de forts risques ensuite de ne pas avoir le résultat escompté. Mais je dirais la même chose, par exemple, du tirage au sort. Le tirage au sort, c'est un procédé qui, sur le papier, peut sembler intéressant, qui peut d'ailleurs être utile dans certains cas, quand il s'agit, par exemple, de jurys d'assises, etc., pour éviter de subir les foudres d'une institution qui, malheureusement, a beaucoup de liens avec le pouvoir, avec la police, malgré une pseudo-séparation des pouvoirs. On le voit bien en ce moment avec les représailles à l'égard des manifestants. Ça va très vite, c'est expéditif et donc évidemment un jury populaire peut sembler au premier abord plus sympathique, mais au-delà de l'exemple des jurys populaires, le problème du tirage au sort, c'est encore une fois de plus qu'on marche à l'envers par rapport à toute la marche de l'humanité. Je veux dire par là que la marche de l'humanité est une marche tout entière contre le sort, en ce sens que
parmi les animaux, l'être humain est le seul qui désobéisse pleinement à l'instinct, qui désobéisse même à sa culture d'origine, à sa culture d'origine, pour essayer d'exercer sa faculté de juger et de se choisir. Et donc, toute la liberté, la marche de l'humain vers l'émancipation réside dans cet exercice de la faculté de choisir. Donc, cet exercice de la faculté de choisir nécessite de faire très attention au processus qu'on appelle élection, ou même à la question du vote en général. À mon avis, elle est dépassable. Je comprends par contre qu'en l'état actuel de l'imaginaire social, qu'il faille peut-être utiliser encore les outils du passé pour marcher vers l'avenir. Par contre, le tirage au sort pose le problème de ce hasard. Et quand on vit dans une société dans laquelle on a par exemple 30% du corps électoral partisan de Marine Le Pen, sans parler de tous ceux qui ont des idées assez voisines, même s'ils votent pour des candidats de la droite dure, personnellement, j'ai pas envie de me retrouver dans une situation de roulette russe, parce que dans ce cas-là, le tirage au sort se rapproche de la fameuse roulette russe et du plus grand danger. Oui, je pense que la marche de l'humanité vers l'émancipation sociale et l'égalité sociale est une marche vers la faculté de juger, donc ce qu'on disait tout à l'heure, contre la manipulation de l'opinion et la fabrique du consentement, et surtout vers l'émancipation, vers l'égalité sociale, ce qui nécessite justement de sortir de ces pièges de toutes sortes concernant notre faculté de choisir. Je pense qu'il faudra déléguer dans l'avenir de moins en moins notre faculté de choisir pour arriver à avancer sur le chemin de l'utopie. Bon, ben je crois que on vient d'avoir une bonne conclusion, quoi. Ah, c'était la conclusion. À moins qu'il y ait une dernière. Faut prévenir dans ces cas-là. Oui, mais enfin, si elle n'était pas voulue, elle est très bien tombée, je pense. Mais enfin, s'il y a encore peut-être une dernière si je peux question. Préciser juste une petite chose dans ce cas-là, sauf si quelqu'un veut prendre la parole. Il y a quelqu'un qui veut prendre la parole Moi, simplement oui, vas-y. revenir un petit peu sur les enfants, les écoles. Je pense que je vais poser une question, mais je crois avoir la réponse. À savoir que sûrement dans ces écoles où tu interviens, où est pratiquée cette pédagogie, je pense que l'agressivité des enfants et la violence ont dû baisser bien mieux que par des mesures coercitives. Ouais. Et même dans certains quartiers, comme par exemple à Exarchia ou dans certains villages comme Marinaleda, on voit très bien le problème de la criminalité, le problème des violences, des cambriolages, de la confiance mutuelle, etc. Enfin bref, vous allez me dire, mais Yanis, tu exagères là, mais non, mais à Exarchia, vous savez, on connaît plein de gens avec mode qui ont égaré leur sac, qui ont oublié leur sac à la terrasse d'un bistrot, qui ont oublié leur portefeuille dans la rue, quoi, et qui l'ont retrouvé, quoi. Je vous assure que c'est vrai. Et pourtant, les gens avec Exarchia sont vraiment pas riches. Au contraire, c'est plutôt une zone de précarité, même s'il y a des bobos qui viennent régulièrement pour consommer du bar, de scènes culturelles, du livre, etc., qui font vivre l'économie du quartier qui est essentiellement basée sur la musique, sur les bars, surtout sur les librairies et l'édition, les imprimeries autogérées et coopératives pour la plupart. Néanmoins, il y a une forme d'attention, de respect mutuel qui est très important. Même une amie qui avait perdu son chien dans le quartier, je n'ai jamais vu une chaîne d'information aussi rapide et aussi importante pour retrouver un chien dans le quartier qui a été retrouvé au bout d'un jour et demi, quoi. Voilà. Donc oui, il y a moins de biens, plus de liens, plus d'attention mutuelle. Finalement, la démocratie, c'est construire un lien qui puisse établir justement la faculté des possibles. Donc, par rapport à ce point concernant les enfants eux-mêmes, alors un autre exemple pour finir, je te passe la parole après Jean, excuse-moi. Oui, l'autre jour à Toulon, il y avait une petite fille qui disait mais non, mais monsieur, c'est à vous de choisir les règles. Vous avez vu la vidéo là, donc je leur demande de les choisir eux. Mais pourquoi parce que sinon on va faire n'importe quoi. Et ensuite, quand il s'agit de distribuer la parole, donc je demande un petit garçon qui était très effacé, en plus de s'occuper de la gérer, s'il veut bien, comme il était à côté de moi par hasard. Et un autre enfant est intervenu en disant « Ah non, mais lui, il peut pas distribuer la parole. » Ah bon, pourquoi ? Parce que il participe jamais au débat, il est toujours dans l'écoute, dans l'observation, donc il sera pas capable de distribuer la parole. Donc finalement, on voit une fois de plus que l'un des enjeux majeurs, c'est d'arriver à croire en nous-mêmes, à notre faculté individuelle et collective, à fonctionner différemment.
Oui, justement, j'ai peut-être deux choses à te répondre à tes réponses par rapport à mon intervention du début. La peur du référendum et la peur du tirage au sort qui relèvent de la même chose, d'une conception du fait qu'en fait, si on laisse tout le monde s'exprimer à égalité, les choix qui seront faits ne seront pas ce que l'on souhaite. Et moi, je dis que c'est pas ça que je veux comme chemin. Moi, je veux comme chemin qu'on marche avec les gens, qu'on utilise notre capacité aussi à utiliser des médias alternatifs pour les convaincre, qu'on fasse de la formation, qu'on fasse de l'information, et qu'on amène les gens à être majoritaires, voire consensuels, pour arriver vers les solutions que l'on souhaite. Je vois pas d'autre alternative. Et la peur du tirage au sort, c'est la même chose. Je n'ai absolument pas peur du tirage au sort. Je pense que le plus mauvais tirage au sort qu'il y a, c'est celui qui est constitué d'élus de carrière asservis à la finance. Celui-là, il est pire que les autres. Alors, laissons les deux pour le consensus. Là, je pense qu'on va clore la soirée parce que l'heure est un petit peu dépassée. Retour dans vos foyers. Si vous voulez voir la version complète des enfants, la vidéo complète des goûters philo avec les enfants, elle sera présentée demain soir à 18h30 au cinéma de La Bruyère, car j'ai effectué des goûters philo avec toutes les classes de CE2 à CM2 de La Bruyère, dans toutes les écoles, 2 goûters philo dans chaque classe, et donc il y a 22 goûters philo en tout, qui sont synthétisés en 1 heure, qui seront projetés demain soir à 18h30 à La Bruyère, et c'est gratuit. Voilà. Je vous le dis si ça vous intéresse. Et à l'extérieur, vous avez la table de presse. Et concernant les films Je lutte donc je suis et Ne vivons plus comme des esclaves, dont vous avez vu des extraits, ils sont gratuits sur Internet. Vous n'avez pas besoin de les acheter en DVD sur la table de presse. Vous les avez à disposition gratuitement sur Internet. Si vous voulez les avoir en plus en DVD pour les avoir en meilleure qualité et les échanger autour de vous, ils sont sur la table de presse à petit prix, je crois 10 €. Et c'est entièrement au bénéfice des initiatives solidaires.